Toi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé dans ta vision de l'apostasie, de l'apostat Oui, je le mets en conclusion. Alors, ça va paraître très paradoxal, mais je veux pas dévoiler tout le bouquin. Voilà. À la fin du livre... Putain de boutique, il y en a marre hein. Tu vas nous cracher ta valda là, tu vas nous dire ce qu'il y a dans ton putain de livre, tu vas nous dire ce que tu penses là, au lieu de dire mais je dirais pas, je suis dans mon livre, le protocole c'est de l'éthique, tu vas nous dire, putain, tu vas nous le dire. C'est dans le livre. C'est dans le livre, voilà. Ah oui. Voilà. Non, non. Mais on peut pas économiser 100 balles, tu peux pas balancer deux trois. Le fou, une autorité, alors là, ça tombe, donc voilà. C'est bon, la pub est finie, voilà, on peut commencer. Donc, Jack le Fou a lu le livre, moi pas, mais par contre, j'ai regardé les vidéos et passé Sonia. Donc, Sonia Zadi, qui est-elle? Psychologue, aussi psychanalyste. Est-ce qu'elle est psychoclinicienne? Je ne sais pas comment elle exerce son emploi, mais elle a travaillé pendant 2 ans sur un livre qui traite, alors, les enfants perdus de l'apostasie. Donc, entre Peter Pan et les territoires perdus de la France, quoi. C'est, enfin... Donc, ok, donc les racailles qui risquent de se radicaliser à vendre de la drogue et tuer les gens parce qu'ils sont musulmans, voilà, c'est le concept des territoires perdus de la République, et Peter Pan, voilà, les enfants perdus, donc les apostats sont des enfants perdus comme, voilà, sans père, sans parents, sans repère, voilà, et qui risquent en fait, ça se trouve, de détruire la France parce qu'ils sont dans les territoires perdus aussi pour certains. Donc quelque part, ce sont des Arabes. Et donc, les Arabes, qu'est-ce qu'ils sont? Principalement musulmans et parfois apostats. Donc, petite analyse de Sonia Zadig, il y a plusieurs choses à voir et on va commencer par un premier élément. Premier élément qui, pour moi, veut dire déjà beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous, mais vous avez compris ce que cela signifie à mon égard. Écoutons tout d'abord ce premier passage de Sonia qui passe chez Alia. Il y a Amir Apostat, il y a du monde. Et d'ailleurs, on verra après sur la méthodologie aussi, elle va s'exprimer. Vous allez comprendre pourquoi je mets déjà tout de suite mon veto de sceptique. Voilà, là, je suis en mode sceptique, j'ai un stylo, j'ai un crayon, je peux prendre des notes. Donc ça veut dire que je suis sérieux, j'ai des livres derrière moi, voilà, j'ai une feuille de papier, j'ai même la Bible. Donc voilà, c'est un gage de sérieux déjà pour commencer. Donc vous pouvez que me croire, malgré le fait que je sois un clown. Alors c'est parti, écoutons ce premier passage. J'espère que le son de la musique n'est pas trop fort. Je regarde un peu le chat, ce qu'il me dit. Non, Zioclo, mon gourou, Jack est un prophète. Ah, moi je suis qu'un gourou, moi. Moi, je ne suis que... Oui, elle dit qu'elle est clinicienne, elle a un cabinet. Ok. Elle est psychologue clinicienne. Moi, ma femme ne prétend pas être clinicienne, par exemple. Pourtant, elle travaille, tu vois, elle exerce, elle reçoit du monde. Je pense qu'elle fait même parfois un travail, effectivement, qui est équivalent à une clinicienne largement. Et donc, de ce fait... pourtant, elle dit pas ça, tu vois, donc je vois pas trop l'intérêt de dire clinicien, voilà, se dire des méthodes qui seraient proches du clinique, j'imagine. Donc voilà, mais il y a des gens qui deviennent membres, là, c'est incroyable, ça y est, il y a tous les subs qui tombent, donc voilà, n'hésitez pas à faire grossir cette barre de dons. Allez hop, on démarre, j'arrête l'introduction un peu trop longue sur les dons, mais je vois que tous les subs sont en train de tomber, justement, donc là, voilà, vous êtes délésignés, ça ravage, etc., donc merci à Mahomet catholique, et voilà, c'est parti. Attendez, j'attends que ça passe. Voilà, je vous lis. Emploie un marteau, ça fonctionne aussi, Gérard. Oui, je vais envers une garrette, je ferai avec un marteau, une clé, bonne idée. Bon, la psychanalyse, c'est de la merde, mais tant qu'on parle des apostats... Alors, justement... Oh! Ah non, ça, c'est le don, du coup, de notre cher Mahomet catholique par le biais des subs. Voilà, c'est bon, on peut démarrer. Cette fois-ci, on est bon. Tous les dons sont passés, je n'ai plus rien à remercier pour l'instant. Ça y est, c'est parti. Donc... Attendez, je baisse un peu la musique, qu'elle soit pas trop forte. Attendez 2 secondes. Et on est bon, cette fois-ci. Cette fois-ci, on est bon. Donc, je préviens, pour le public qui passe là. Oui, on va recevoir Jack. Oui, il va venir. Quand est-ce qu'il monte, Jack? Pas encore. Est-ce qu'il va bientôt venir? Il est déjà là dans le chat. Est-ce qu'il va venir? Oui, mais tu mets des pouces bleus. Il ne viendra pas tant qu'il n'y a pas au minimum autant de pouces bleus que de spectateurs. Vous êtes 79. Il faut 79 pouces dans moins de 10 minutes. Parce que Jack, il m'a dit, s'il n'y a pas de pouces, je ne leur donnerai pas ce plaisir. Donc voilà, travailler, c'est à vous maintenant. C'est parti. Maintenant, première chose, quels sont les risques d'écrire ce livre? On va commencer par ça, parce que Sonia Zadig a donc fait ce livre, une enquête de 2 ans, plus de 250 apostats interrogés. Nous avons une méthodologie, bien entendu, elle est psychanalyste, je ne le répéterai pas assez. Et d'abord,
écoutons. Ça commence avec une petite question d'Amir. Salut drôle de peu, mais, merci si drôle de tu peu. veux bien, Sonia, Merci moi je t'offre ma proposition d'invitation sur mon live YouTube. Exactement. Et moi aussi, je vous propose l'invitation à ceux qui veulent venir. Et même Sonia, je vais essayer de la contacter pour qu'elle puisse avoir son droit de réponse quand même par rapport à ce que moi je vais affirmer ce soir. Et n'hésitez pas, drôle de pu, je sais que c'est plus compliqué pour toi, mais n'hésitez pas à passer par PayPal pour ceux qui le peuvent. Je sais que tu l'as plus, mais voilà, ceux qui le peuvent, c'est quand même mieux. Alors écoutons. Pour qu'on l'ouvre le livre et qu'on puisse en discuter vraiment avec ce qu'il y a dedans, moi ça m'intéresserait. Oui, bien sûr, avec Ça grand serait un plaisir. plaisir. Sinon, j'avais une question. Est-ce que toi, dans l'écriture du livre, t'as mis en place un protocole d'éthique, un comité de recherche ou des choses comme ça J'ai pas travaillé seul. J'appartiens à une très grande maison d'édition qui s'appelle Fayard. Bon, déjà une maison d'édition, comment dire, c'est pas un laboratoire, par exemple, où vous avez plusieurs collègues qui vont pouvoir trier les datas, vérifier que voilà, il n'y a pas. Bon, première chose, la méthodologie, donc. On va pas commencer. Hein. Et je suis passé quand même par des éditeurs et beaucoup d'avocats. Beaucoup d'avocats qui ont enlevé des choses, qui ont eu peur du djihad judiciaire. Alors, donc elle a des avocats. M'étonne pas, qui ont enlevé des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va expliquer aussi qu'il y a eu des modifications dans le texte. Alors, je ne serais pas étonné que ce soit pas toujours amoindri, mais qu'en tout cas qu'il y ait des déformations qui ne soient pas forcément du coup ce que les gens ont dit. Donc déjà, ça me pose une question sur la méthodologie et ce qui va en ressortir de tout ça. Vous voyez, déjà ça commence un peu mal. Qui existe. Et donc on a enlevé des petites choses, mais rien de bien grave. Je me suis bien battue pour ça. C'est important. Et dans le même sens... Exactement, il n'y a pas assez de like pour qu'il puisse monter. Vous voyez, mais voilà, il vous le dit vous-même. Voilà, donc il faut mettre des pouces bleus, c'est comme ça que ça commence. Si vous n'obéissez pas, la malédiction tombera. Protocole. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme protocole pour ne pas tomber... Très bon réflexe d'Amir, il la relance. Alors, je pense que c'est pas facile, parce que quand t'as une psychanalyste... Alors, je sais pas si Amir avait conscience de ça à ce moment-là, mais je veux dire, quand t'as une psychanalyste, tu lui parles de méthodologie, de protocole... le stade anal, je sais pas. Dans des biais de confirmation, par exemple. En cours de chargement. En fait, les biais de confirmation en sociologie ou en d'autres domaines, ce ne sont pas les mêmes. On a d'autres protocoles. Comment ça? Les biais de sélection? Je sais pas, bien sûr que si, il y a des trucs qui sont les mêmes. Enfin, c'est pas exactement toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'en gros, tu as des méthodologies pour éviter de tomber dans ces fameux biais. Par exemple, je sais pas, quand tu as un groupe témoin, un groupe non témoin, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois, il y a plein de trucs en sociaux, tu le fais pareil en fait, tu préviens pas les gens. Normalement, en sociaux ou en psycho, tu vas pas prévenir les gens de forcément ce que tu fais. Par exemple, si tu dis, je fais un travail sur l'islam, voilà, sur le travail de l'apostasie, et savoir comment c'était très dur pour vous de sortir de l'apostasie déjà, tu vois, est-ce que vous avez souffert et tout, ça c'est des questions qui peuvent être biaisées. Par exemple, tu vas peut-être utiliser un autre protocole pour éviter d'amener ce biais, et peut-être que tu vas pas prendre du coup, par exemple, que des gens de l'islam, tu vas prendre par exemple, effectivement, des catholiques, des juifs, essayer de voir peut-être un panel différent, et au-delà de ça, avoir la certitude, et ça c'est une chose qu'on n'aura peut-être pas, on sait pas comment t'as la certitude, si on va avoir un indice de comment elle a la certitude que les gens ne sont plus musulmans ou l'ont été, mais cette certitude est basée sur quelque chose qui me paraît assez bancal, et en fait ça va être l'entrée de sélection dans le cercle des apostats. Vous allez voir, on va voir aussi comment ça fonctionne, mais ça pose mille et une questions. En clinique, en clinique psychologique, on part du principe qu'on travaille sur l'humain, enfin sur l'individu. Alors, en clinique psychologique, il n'y a pas de clinique psychologique. Je dis clinique, tu fais de la psychologie, qui est ton domaine de... Voilà. Tu peux faire de la psychopathologie, tu peux être psychomotricien, tu fais de la TCC, de l'EMDR, ça dépend des pratiques de tout à chacun. Psychomotricien, c'est pas de la psychologie, j'ai dit ça en trop. Mais dans l'idée, en gros, tu n'as pas... Enfin, c'est pas des cliniques de psychologie, quoi. Alors, tu peux avoir un cabinet de psychologie, voilà. Une clinique où il y a plusieurs psychologues, mais c'est pas... De fait, je vais enlever ma blouse blanche quand même pour l'argument d'autorité, c'est pas très bien, mais j'ai chaud. Mais de fait, en gros, ça c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, on va pas remettre en question sa carrière, elle a une carrière, c'est pas ça qui m'embête. Sur le sujet, et que chaque sujet est différent de l'autre. La seule chose qu'on a pu faire, c'est trouver en gros, c'est des êtres humains, ça c'est vrai.
Mais il n'empêche que ces êtres humains, il faut avoir un protocole pour être sûr déjà que ce qui est dit est vrai. Et toi-même, parce que quand tu écris un livre, du coup, tu vas donner une orientation à ce livre, etc. Donc, est-ce que c'est une thèse ? Et une thèse, du coup, il y a une méthodologie. Est-ce que c'est un mémoire où il y aura aussi une méthodo, tu vois ? Est-ce que c'est un objet d'étude ? Voilà, il y a encore plus de méthodologie, là, encore. Ou est-ce que c'est juste un livre de témoignages, un recueil ? Et là, du coup, ce serait déjà un peu différent. Et on peut se poser la question de, est-ce que ça va être tout à fait sérieux ou non ? Est-ce que les récits ne seront pas exagérés par juste les gens ? Parce que quand tu es interviewé, il est tout à fait normal, et moi je peux le comprendre, moi-même j'ai déjà vécu ça quand j'étais plus jeune ou des trucs comme ça, c'est tu vas exagérer, t'as un phénomène d'attention, donc tu te dis mais si jamais ma vie est un peu pourrie et que finalement j'ai pas tant souffert, voilà, t'as été avec tes parents musulmans, voilà, tes parents ils t'ont dit ouais, c'est pas bien que tu sortes de l'islam, moi ça me fait chier, ce soir tu joueras plus à la PS5 et tu sortiras pas ce week-end et tu vas aller voir l'imam, voilà. Et ça s'arrête à ça. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et le gamin il est sorti de l'islam, ça s'est bien passé. Mais il va dans le cercle des apostats parce qu'il est choqué, il découvre plein de trucs de l'islam, il est à fond dedans, il découvre. Peut-être qu'il va raconter d'autres trucs, tu vois, on sait pas en fait. Et c'est normal. Et ça, pour te prémunir de ça, il va falloir peut-être avoir un petit protocole pour être sûr que, voilà, est-ce qu'il n'y aura pas un petit mensonge. Salut tout le monde, salut les yeux, Jack et bisous à JX qui a pris une balle perdue. Je suis désolé. Non, mais moi, je pense quand même que le wokisme, ça peut poser des questions, parce qu'ils veulent nous couper le bout, mais aussi aux enfants dans les écoles, et ça, c'est choquant. Mais pourtant, je n'ai rien contre le progressisme. Non, mais c'est bon, c'est juste une histoire de calvitie. Alors du coup, j'arrête. Excuse-moi, JX. Je vais enfin avoir mon drama avec JMX. Et si tu fais une drama, tu mets ma chaîne Zioclo 2.0. Parce qu'à chaque fois, vous mettez l'autre chaîne Zioclo. Il y en a marre aussi de pas faire de la pub à la bonne chaîne. C'est pas parce que l'autre Zioclo droitard est parti que vous pouvez bouder le Zioclo gauchiste. Merci à vous. Continuons. Petit lien sur ce qu'ils invoquent comme raison d'apostasier, quelles sont les différentes étapes, et ça j'en parle, et quels sont les effets de l'apostasie, etc. Donc le protocole est pas un protocole fermé, ce n'est pas mathématique, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de... Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédictif avec ça, quoi. Ce qui est dommage, parce que en psychologie, en sociologie et dans certaines pratiques, il y a une capacité de prédictivité. C'est-à-dire on connaît un peu, on peut prédire certains résultats. Ça veut pas dire tout le temps. C'est-à-dire la psychologie en soi, non. Par contre, certains outils de la psychologie comme la TCC, le MDR et tout, on sait que ça marche parce qu'on est capable de le tester et d'obtenir des résultats. Donc ces résultats, voilà, les prédictions sont justes, façon de parler. Donc les mallettes qui sont utilisées pour ces trucs-là, on va appeler ça des mallettes, voilà, il y a plein de trucs dedans, et tout un protocole. Bon, c'est pas mon expertise, hein, mais de fait, ça fonctionne, tu vois. Et ça fonctionne parce qu'on est capable de le tester. Il y a des trucs où c'est un peu plus flou, par exemple le MDR, on sait pas exactement comment ça marche, enfin, on connaît les outils, mais on peut pas dire comment le cerveau exactement il fait ça, tu vois, c'est ça, on peut pas t'expliquer. Par contre, on connaît les protocoles qui fonctionnent, etc. Et c'est testé, même, du coup... L'éthique, bien sûr. Voilà. Donc, attendez, la fin est importante. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'éthique, bien sûr. Voilà. Ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. C'est de l'ordre de l'éthique, c'est de l'ordre de la morale, voilà, l'éthique médicale, l'éthique de quoi et même si t'as de l'éthique médicale, très bien, mais ça n'explique pas un protocole. Tu peux avoir une éthique, mais pas avoir de protocole. Voilà, là-dessus, moi je reste dubitatif. Premier extrait. Maintenant, on va aller tout de suite sur l'émission de Sud Radio. Et ensuite, on retournera chez Alia un peu plus tard pour avoir d'autres éléments. Parce que, le plus de dinguerie, finalement, ça va pas être à la télé. Quoique, il y a un petit passage, un tout petit, où elle nous fait une sortie sur 2-3 aspects un peu particuliers, mais qui sont plus contrôlés. Par contre, quand elle est chez Alia, il y a des trucs qui sont dits où tu te dis, ah oui, ok, on en est là. Et souvent, c'est de la faute à la maman. Hein. Sachez que les mères célibataires, si jamais vous êtes musulman ou que vous l'avez été, c'est un peu de votre faute. Hein. Sachez que vous êtes un peu plus responsable que le reste des choses. Donc je vous préviens. Et puis voilà. Puis il y a le ponte, le pape, Jack le Fou, qui va être cité quand même. Voilà. Et alors il semblerait quand même que dans la cité, Jack le Fou représente un peu le trône du père, hein, le Saint-Père, le pape des apostats, et c'est elle-même qui va un peu l'appeler comme ça. C'est parti, nous sommes sur Sud Radio, André Berkoff et Sonia Zadig et Momo du Melpin. C'est lui, Momo, qui est passé chez Arte, qui a écrit un livre que j'ai rencontré, qui est très gentil, et qui d'ailleurs m'avait remercié de mes interventions lors de la marche des apostats, donc je pense que il est plus gauchiste que la moyenne, par exemple, et qu'il avait, semblerait-il, bien aimé. Voilà, donc dans l'idée, écoutons ce que Sonia a à nous dire. Notre invité nous le racontera, son apostasie, dans un instant sur Sud Radio. Bonjour à vous.
Bonjour et merci de Et à savoir, je précise avant, Sonia est encore musulmane. Oui, parce qu'elle est musulmane. Alors, elle croit pas en Dieu, mais elle est musulmane. Mais selon Sonia, on peut être musulman de culture, sans être musulman croyant. C'est-à-dire, tu peux ne pas... En fait, c'est un peu comme les juifs, quoi. C'est genre... Oui, je suis juif, mais je suis athée. Tu vois, bah, c'est le même principe, quoi. Je suis musulman parce que je mange du couscous et que je dis Wallah le matin et je dis salam alaikum à mes frères. Et ça, par exemple, bon, c'est sur son... une sorte de délire sur l'identité qui s'est mal construite parce que manque du père, la mère célibataire, les femmes en subissent plus les conséquences parce que c'est des femmes un peu comme des... Voilà. Et il va y avoir tous ces signifiants, hein, parce qu'on parle de signifiants psychanalyse, hein, voilà. Et on va être dans un délire un peu de sémantique, de jeux de mots, un peu. Vous allez voir que c'est particulier. Je sais pas de quoi est la teneur du livre. Jack va pouvoir mieux nous en parler lui parce qu'il a commencé à le lire et tout. Et je crois que le livre, il y a des trucs particuliers aussi. Alors voilà, je peux pas vous dire quoi. J'ai pas pu lire. J'ai pas piraté le livre. Par contre, quelqu'un qui l'a acheté, Jack le fou, viendra avec ses petites lunettes. Voilà pour le côté intello. Et moi, je suis l'idiot. nous recevoir. Bonjour. Sonia Zadig, alors vous êtes psychologue et psychanalyste, vous êtes franco-tunisienne, vous avez grandi dans une culture arabo-musulmane et votre pratique Franco-tunisienne, arabo-musulmane. de l'islam était presque folklorique, dites-vous, dans votre livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, ce livre que vous dédiez à Boualem Sansal, qui, je le rappelle, vient de sortir. Donc le livre est dédié... Alors, pareil, ça m'a un peu interpellé. Le livre est dédié à Boualem Sansal. Un livre qui traite de l'apostasie. Boualem Sansal n'est pas apostat, si. Depuis quand il est apostat? Alors, je comprends qu'on ait soutenu Boualem Sansal, il n'est pas tout ça, mais il n'est pas apostat. Il a été arrêté pour d'autres raisons, je crois. Donc, je trouve que c'était trahison, je sais pas quoi, parce qu'il a double nationalité. Bref, on s'en fout un peu, vu qu'il est sorti. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un apostat. Quel rapport avec Boualem Sansal? Alors, à moins qu'il soit apostat et que je suis pas au courant, en tout cas, c'est pas sa carrière qui est marquée par l'apostasie. Voilà, c'est pas non plus, me semble-t-il. Alors, peut-être que je fais totalement erreur, mais j'ai trouvé ça très opportuniste, en fait. C'est-à-dire, voilà, je dédie ce livre à quelqu'un qui fait le buzz autour de la thématique de, ces pays musulmans qui font du mal. Donc, c'est un peu bizarre, mais bon. Elle peut soutenir Boualem, ça c'est très bien, mais la dédicace, un peu étonnante. Il vient d'être libéré et aujourd'hui dans un hôpital militaire à Berlin. D'accord, bien. Écoutez, merci de m'accueillir. Pourquoi il aurait été une inspiration, c'est ça que je comprends pas. En plus, c'est pas vrai, parce qu'elle parle jamais de Boualem Sansal dans toutes les autres interviews. Elle en parle juste pour dire, regardez, on a dédié le livre à Boualem Sansal, quoi. C'est très bizarre, quoi. Pourquoi pas? Admettons, c'est un détail. Le livre, en effet, est dédié à Boualem Sansal et j'aime Ah, il a apostasié de la prison. Bah voilà, courage. redire, surtout que le jour de la sortie... Non, il a pas blasphémé, Boualem Sansal. Il a écrit des livres où il critiquait un peu l'État algérien, je crois, etc. Et surtout, il avait fait une critique pro-sioniste, on va dire, pro-israélienne avec des gens et tout. Ça a leaké et ça a fortement déplu à l'État. Donc du coup, je crois qu'il a été arrêté pour un truc genre... pas haute trahison, mais c'était un truc dans le genre, quoi. C'est un truc corrélé au pays où il était. Au Maroc ou en Algérie, je crois que c'est en Algérie. Je sais plus, Algérie, je crois. De ce livre, il est libéré. N'est-ce pas un signe de l'optimisme que je porte dans ce livre? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, que, en effet, l'apostasie a toujours été, ou en tout cas la défection, que ce soit d'une religion, d'une secte, ou même d'une philosophie et d'une vision du monde, a toujours été mal vue. Et ceux qui sont précurseurs ouvre quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir. Et j'espère que les apostats feront cela. Pourquoi ce livre? En effet, c'était une rencontre absolument de hasard. Mais y a-t-il du hasard? Je l'interroge. Où j'entends... C'est la sortie qu'il a faite au Maroc, dans un restaurant, avec des soutiens ou des membres de l'État israélien, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà. Le mot apostat. Alors oui, la défection d'une secte. Hein. Pour elle, c'est une secte. Mais vous allez voir, c'est plein de choses à la fois. C'est à la fois provocateur et confus. On va se la remettre vite fait. Mais y a-t-il du hasard? Je l'interroge. Où j'entends le mot apostat de l'islam et ça me choque, moi, qui ai grandi dans une famille arabo-musulmane, mais jamais musulmane, si vous voulez. Ce qui m'a fait comprendre que, et on reviendra là-dessus, qu'on n'a pas besoin de croire en l'islam pour être musulman. Vous voyez, il y a les signifiants de cette culture qui vont durer. Les signifiants, ça va être l'expression de la culture, façon de parler. Ce qu'elle va appeler les signifiants, c'est des choses qui s'expriment. Et en gros, les signifiants de la culture, hein, voilà, tu manges du couscous, tu dis salam alaikum, etc., machin. Mais sauf que,
On est apostat. J'en connais des apostats maintenant, j'en connais quand même un paquet. Qui blasphèment, qui machin et tout. Ils disent encore, bon, là, quand ils ont envie de voilà, ils jurent comme s'ils parlaient d'Allah. Enfin, c'est des trucs comme ça. Des fois, ils disent Inch'Allah. Tu vois, bon, est-ce que c'est grave? Moi-même, des fois, ça m'arrive de dire, je sais pas, Psartek, Inch'Allah, je sais pas quoi. Oui, mais enfin, c'est pas dramatique. Des fois, je dis bon Dieu. Des fois, je dis là, bon Dieu. Bon, bah, nom de Zeus. Tu vois, c'est pas insignifiant que je suis pour les dieux païens grecs. Tu vois, enfin, c'est un peu bizarre. Donc, j'entends ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire le poids d'une religion culturelle. Mais je pense que c'est surtout l'expression d'une culture à travers des religions. C'est-à-dire que les cultures sont teintées en partie des religions qui les ont oppressées ou qui ont été présentes sur le seuil. Et même par exemple au Canada, hein, où la plupart des insultes sont Christ de calice, hostie, machin et tout. Tout ça, c'est des trucs qui blasphèment tout à fait l'église, quoi. Mais parce que ça fait partie de la culture. Est-ce que ça veut dire que c'est des cathos? Non. C'est juste qu'ils ont des signifiants expressifs qui ressemblent à la religion catholique, voire même vont apparaître comme des trucs positifs, peut-être même des croix, des trucs de baptême, j'en sais rien, enfin pas des baptêmes, des trucs de Noël, etc. Donc les signifiants, oui, mais est-ce que ça fait d'eux des musulmans? Pas forcément, du coup. Origine musulmane, culture musulmane, civilisation musulmane. C'est des codes culturels, Bien sûr. c'est un langage, Oui, c'est un shalom bruit, aussi. c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Et Et donc oui, j'entends Shabbat shalom, apostat de Boker Tov. l'islam. Bon. Vous entendez quand apostat de l'islam? Au détour d'une conversation D'accord. avec une amie qui me dit, tu connais les apostats de l'islam? Je lui dis, comment ça? Et voilà. Et donc je rencontre, la première personne que je rencontre, c'est Momo, à qui j'avais donné une... C'est Momo. Pardon. Bonjour, monsieur Momo. Comment allez-vous, Momo? Oui, pour ceux qui ont la rêve des inconnus, hein, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis c'est Momo. Désolé. interview sur YouTube et puis voilà, donc toute cette rencontre je la raconte dans le livre bien sûr. et je lui dis il faudrait écrire un livre là-dessus. Il me dit chiche, et nous voilà 2 années après avec vous, voilà. Et oui, parce que Momo, il faut le préciser, vous avez cofondé le Cercle des Apostats en 2022. Aujourd'hui, 1564 personnes sont membres de ce cercle. Je sais pas pourquoi le Cercle des Apostats, c'est le serveur Discord, vaut mieux parler du mail, pas la base, mais bon, c'est important par rapport au livre, parce que tout va reposer sur le Cercle des Apostats, finalement. Donc c'est... Alors, pareil, parce qu'il y a un mode de sélection et tout. Moi, c'est des choses qui me posent question. Et pourtant, Momo, je n'ai rien contre lui ou quoi, hein, mais pareil, ça va me questionner sur comment il sélectionne à l'entrée les apostats. Voilà, vous allez entendre. Cercle. Et pour y adhérer, il faut le préciser, vous le racontez, Sonia, dans votre livre, il faut dire la profession de foi à l'islam à l'envers, c'est-à-dire attester qu'Allah n'existe pas et que Muhammad n'est nullement un prophète. Est-ce que tous les apostats parviennent à le dire? Alors moi je voudrais ajouter à ça, parce que ça m'a Alors frappé. ça, j'ai trouvé ça bizarre. Alors, je comprends pourquoi. C'est-à-dire, je comprends la raison, c'est pour se sécuriser, être sûr que les gens qui viennent là, mais je me dis, admettons, moi, je me mets dans la tête d'un terreau. Ah, je suis méchant. Mohamed Merah, si on reprend son cas, avant de faire ses passages à l'acte, il couffardisait. C'est-à-dire, il buvait de la bière, il sortait en boîte de nuit, tu vois, il faisait des trucs de couffard, hein, voilà. Donc, est-ce que ce protocole protégerait vraiment des méchants? Voilà, c'est-à-dire, il y a des méchants, est-ce que ça protégerait vraiment? Est-ce que le méchant qui veut vraiment, tu vois, effectivement, aller sur le terrain, du coup, d'aller faire du mal aux apostats, est-ce qu'il ne ferait pas l'effort de blasphémer Allah? Je veux dire, si tu meurs en martyr, et que tu deviens, ta théorie, tu vas au paradis, est-ce que tu as justement fait du mal à des apostats? Bon, bah, du coup... t'es pardonné pour avoir blasphémé, puisque c'était pour arriver à quelque chose de bien. Donc du coup, je sais pas si la méthode est si bonne que ça. C'est une vraie question, hein. Là-dessus, je suis dubitatif. Ça, parce que effectivement c'est la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, et là vous dites... Alors tiens, c'est intéressant, il y a Cronoir qui me dit, ah oui, c'est vrai que Cronoir, t'es dans le serveur des apostats, tu me dis, c'est absolument n'importe quoi, je suis co-administrateur du cercle des apostats, la shahada inversée n'est absolument pas une étape obligatoire. C'est la première fois que je l'entends. C'est islamiquement parlant, oui, Dieu, on est d'accord. Donc du coup, ce serait, quand bien même ce serait fait, ça servirait à rien, en fait. À la limite, l'étape supérieure, c'est, bah tiens, je vais pas manger un bout de cochon, tu vois. Et même là, je me dis peut-être que c'est même pas suffisant, quoi. Donc voilà, je suis pas sûr de la technique. Exactement, il n'y a pas de Allah et il n'y a pas de Mahomet prophète. Oui. Est-ce que... juste sans jouer l'avocat de qui que ce soit, est-ce que donc vous dites quelque part vous êtes athée, c'est-à-dire vous prônez l'athéisme? C'est ça, parce que vous dites il n'y a pas d'Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu.
ou pas? Alors, Je voulais vous expliquer, c'est important. On n'a pas autant réfléchi, on n'est pas allé. Ah, t'aurais dû dire oui, Momo. T'aurais dû dire ouais, non, clairement. Et ce sera un apostacato, on lui aurait dit est-ce que tu peux chier sur Jésus là tout de suite maintenant? Je sais pas, un petit peu de. Aussi au fond des choses que ça, mais en tout cas, oui, on s'est rendu compte que en entrant en islam, on doit le faire avec la shahada, et on s'est rendu compte que l'affaire à l'envers, c'était quelque chose de bloquant pour beaucoup de personnes, et du coup, on s'est dit par déduction que ça pouvait l'être aussi pour les musulmans, et la règle numéro 1 dans le cercle des apostats, c'est... Eh bah, très bien, Chronoir qui me dit oui, c'était une pratique des anciens modérateurs qu'on a vite fait de remettre en question, ça ne sert à rien. J'entends. En plus, ça fait très genre... En franc-maçonnerie, c'est pareil, tu dis pas que tu crois en un dieu, mais tu vas dire, oui, il y a le Gadlu, hein, le grand architecte de l'univers, et tu vas dire voilà, que tu acceptes sur un livre saint, de reconnaître le Gadlu, tu vois. Donc du coup, il y a un côté un peu, voilà, on entretient encore la mystique, tu vois. En fait, ce que je trouve bizarre dans cette démarche, c'est que non seulement de faire le côté préventif, voilà, en espérant que ce soit suffisant, une sorte de mur bloquant pour celui qui voudrait intégrer le truc alors qu'il n'est pas convaincu, au-delà de ça, il y a un côté de sélection, genre celui qui passe l'étape comme une initiation, et c'est pour ça que je disais le morceau de cochon, c'est-à-dire qu'en gros l'étape supérieure c'est manger du porc, boire un verre de vin, tu vois, et du coup il y a un côté initiatique qui paraît un peu bizarre du coup, et si jamais ça a été remis en question, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que je pense que ça sert à rien déjà d'une, et que ça entretient quelque chose qui... J'aurais du mal à dire quoi, mais qui me paraît pas forcément ultra sain dans la démarche, quoi. Mais après, si ça a été remis en question, c'est pas une critique hein, du cercle des apostats, attention, hein, allez là-bas, parce que je sais que c'est plutôt bien géré, mais dans l'idée, ce truc-là m'a un peu interloqué de la part de Momo. D'éviter à tout prix de se faire infiltrer, parce que ça peut devenir très dangereux pour notre sécurité. Oui. Donc, juste par ce simple petit tour de passe-passe, qui ne coûte absolument rien, si ce n'est un peu de bon sens, on réussit comme ça à filtrer pas mal, parce que souvent, il y en a qui n'arrivent pas à dire. Vous voulez dire que si quelqu'un n'arrive pas à la dire, vous vous dites là, ça va pas. Il y a un loup. Après, on a une zone grise où on peut vous laisser pendant autant de temps que vous le voulez. Il y a des gens qui n'arrivent vraiment pas à dire la shahada, parce que l'islam est encore trop présent, quoi. Et oui, effectivement, vous avez rencontré une apostate qui s'appelle... Le premier protocole initiatique à la Zuclodi, c'est tu mets un pouce bleu. Le deuxième protocole initiatique, c'est de vérifier que t'es bien abonné à la chaîne. Le troisième protocole initiatique, et vous le connaissez parce que je le répète bien trop souvent, là, soutenir la Zuclodi, d'abord en priorité par PayPal, en passant par Tipeee Stream, le mieux par PayPal et les autres moyens de paiement que vous choisissez. Bref, en gros, c'est ainsi que vous serez initié à la Zuclodi et que vous recevrez ensuite la lumière de Jack qui pénétrera la Zuclodi tout entière, voilà, de son énorme brochis, bien sûr. Sarah qui, elle, vous a dit « J'ai peur, je ne peux pas prononcer cette phrase à l'envers ». Alors moi, je l'ai pensé, cela, parce que, en effet, moi, je suis rentrée dans le cercle et on n'oublie pas les musulmanes. On m'a dit « Dis la shahada à l'envers », et ça m'a fait un petit peu d'une angoisse comme ça. Oui, c'est quand même. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, Berkov qui dit c'est grave, c'est préoccupant. Lui, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Faut pas lui dire est-ce que Jésus, Jésus, il n'existe pas. Tu vas dire ça maintenant tout de suite là, Berkov. Comme j'ai une formation de linguiste au départ, tout est basé. Formation de linguiste, quoi. Alors, elle va partir dans un délire de le langage, tout ça, parce que tout est langage, tout est mot, tout est signifiant. Bon. Sur le langage, tout est langage, tout est bruit, musique, allitération, tout ce que vous voulez. En fin de compte, rentrer, c'est pas comme dans le judaïsme, même le christianisme. Vous dites. Le judaïsme, c'est une galère de rentrer dedans. C'est 11 ans d'études, ils te matraquent pour que tu sois justement un bon endoctriné, que quand tu rentres dans le judaïsme, toi, c'est sûr que tu vas rester, quoi, en principe. C'est assez rare qu'un converti en sorte comme ça, c'est pas commun. Juste un mot, et vous voilà musulman. Vous dites encore quelques mots, et vous voilà apostat. Et je me suis dit, bon, alors, est-ce que c'est une affaire quand même de langage ou autre? Pourquoi moi, allez, faut tapoter les copains. Vous mettez des likes là. Mais qui a baigné dans ses signifiants, mais j'ai jamais été là-dedans, eh bien, ça m'a mis un petit coup de dire la shahada. C'est marrant parce que juste avant dans l'interview, elle explique que elle a été donc dans des pays musulmans et qu'elle a baigné dans ses signifiants. Et là, elle dit, je n'ai pas baigné dans ses signifiants, donc ça m'a fait bizarre. Donc c'est un truc étonnant. À l'envers, j'avais l'impression de blasphémer, en fait. Oui, alors justement, parce que c'est normal. Mais même moi qui crois pas, quand je blasphème, ça me fait un truc, ça me fait même chier un peu. Je me dis, ça se trouve, je blesse des gens, machin, puis voilà, est-ce que c'est toujours utile? Moi, je considère que des fois, ça peut l'être. Mais je veux dire, oui, mais ce ressenti que j'ai,
il est pas rationnel. Il est lié à mes croyances, ma façon de percevoir ses actes, etc. Mais du coup, c'est pas parce que je blasphème finalement, c'est parce que je me dis oui, c'est un truc qui blesse en général. Donc, est-ce que j'ai envie de blesser et certains se sentent eux-mêmes blessés par eux-mêmes, tu vois. Ça se trouve, elle, ça la blesse, en se disant, mais bon. Pas plus d'importance que ça, quoi. Pardon, mais c'est un vrai, c'est quelque chose de très fort. Ça, moi, ça m'a frappé dans ce que vous avez dit, parce que imaginez, est-ce que par exemple, il y a énormément de gens qui sont par exemple chrétiens, ils ont d'origine chrétienne, etc., qui sont athées, complètement athées, total, tout ça. Ouais. Mais il ne leur viendrait pas l'idée de dire Dieu n'existe pas et Jésus n'existe pas. C'est normal, il n'y a pas de cercle daté chez les chrétiens. Ils n'ont pas créé le cercle des apostats ou le cercle des hérétiques. Les gens de droite que tu blesses, hein, oui, je suis désolé. À tous les gens de droite, un petit bisou. Mais je vous ai mis une super vidéo tout à l'heure. Hein. Vous étiez contents pour certains. Il y avait Zemmour et tout. On n'a pas reconnu les deux autres. On ne savait pas trop qui c'était. Est-ce que c'est Snafo? Est-ce que c'est... Le blasphème est plus jouissif quand il touche. Ouais. Alors, il est jouissif quand il est bien placé et qu'il sert à quelque chose. S'il sert à rien, qu'il fait pas passer un message, par exemple quand j'ai blasphémé là devant le melting pot, c'est parce que je savais que ça amènerait pour lui l'obligation de se dire en fait ma blague est nulle. Quand il disait il a besoin de se laver les pieds pour dire que j'ai pété, hein, c'était la nouvelle façon de dire il a pété, où je me suis dit mais attends il me prend vraiment pour... En fait il me réduit vraiment à l'idée qu'il a du musulman, donc du maghrébin, qui est les deux à la fois. Et c'est pour ça que j'ai blasphémé les trois grandes religions pour lui dire écoute gros, tu me réduis pas à quelque chose qui serait ta caricature mentale finalement. Peuvent le dire pour provoquer. Oui. Ce n'est pas un quelque chose. Alors qu'est-ce qui vous a amené à dire c'est ça qu'on veut? C'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait vous? C'est quoi? C'est perturbe Berkoff. Hein, uniquement pour dire si c'est quelqu'un qui ne dit pas ça, c'est qu'il reste dans les critères de la religion. Non, honnêtement, il faut pas chercher trop loin, c'est par pur pragmatisme. On s'est rendu compte que c'était efficace. On a essayé tout un tas de trucs au cours de toutes ces années. Et honnêtement, ça peut paraître puéril, ça peut paraître simple, mais ça fonctionne. Et évidemment, ça, c'est qu'un des stratagèmes qu'on a, mais évidemment, on en a d'autres pour débusquer les personnes hostiles, malheureusement, parce qu'il y a toujours des gens malveillants et on essaye de s'en prémunir. Oui. Alors, ce cercle des apostats, Sonia Zadig, vous avez réussi à vous infiltrer, effectivement, parmi ses membres. Une infiltration où tout le monde est au courant. Vous allez voir. Alors, c'est grâce à Jack qu'elle s'est infiltrée et il paraît qu'elle a fait un passage sur Jack. Donc, si vous voulez que Jack monte, il a dit 69. C'est vrai que c'est un très beau chiffre, le 69. Moi, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. 69 likes. Mais moi, je considère que, vu que vous êtes 111, vous avez intérêt à monter à 99 likes. Hein. Sinon, moi, je lui interdis de monter. Maintenant, ça va être dans l'autre sens. Il fixe une limite, c'est moi qui fixe une autre limite. C'est-à-dire que moi, je vais l'empêcher de venir. Par contre, il y a un passage du livre. Donc, si vous voulez qu'il parle du livre et qu'il le concerne dans le livre de Sonia Zadig, de fait, faut liker. Comme des gros gueudins, voilà, c'est important. Hein. Et puis n'oubliez pas cette barre de dons qui doit être remplie. Voilà, on espère qu'elle se remplisse par l'honneur du Saint-Esprit, bien entendu, par son geste. Je ne suis pas français, donc je ne peux pas parler sur l'existence de Dieu. Et tu ne peux pas parler sur la politique française, et encore moins des psychanalystes français, les psy-charlatans, bien entendu, comme on les appelle depuis peu. Parce que la plupart, vous fonctionnez, faut le dire, sur une plateforme, sous couvert d'anonymat, vous réunissez à peu près une fois par semaine. Certains quand même se réunissent parfois dans des endroits secrets. Je crois qu'elle a volé le travail qu'Adela voulait faire. Mais vous, alors comment vous avez réussi à obtenir leur confiance pour qu'ils témoignent? Vous en avez quand même interviewé 243. Oui, ça n'a pas été simple. J'ai été quand même aidée, parce qu'au début, j'arrive comme ça, avec tout cet orgueil qui me caractérise, en disant, je veux faire un livre sur les apostats, en pensant que j'allais infiltrer, comme vous dites, ou rentrer. Je vois pas les en fait, personne ne m'a parlé, personne ne m'a calculé, quoi. Et finalement, il fallait par cooptation. On rentre par cooptation parce qu'il me connaît. On dirait vraiment qu'il parle de la franc-maçonnerie. Alors, pour rentrer en franc-maçonnerie, premier rite initiatique, tu manges du cochon et tu dis que voilà, elle n'existe pas. Deuxième rite initiatique, la cooptation, pour commencer à rencontrer les frères. Et ensuite, il faut aller voir le pape. Vous voyez ce qu'il y a, hein? Il y a quelqu'un qui me connaît. Et après, j'étais obligée, moi, à mon grand âge, de faire des lives, quoi. Avec Jack le Fou, c'est des personnages qui ont une certaine importance dans le domaine de l'apostasie. C'est les influenceurs, on va dire le mot, pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai. Vous les avez rencontrés? Moi, j'aurais dit islamo-critique, tu sais, un titre un petit peu reluisant, des influenceurs. Non, mais ils vendent des casques AirPods.
Voilà, regardez ces casques AirPods avec mon lien d'achat. Vous pouvez le retrouver en bas du chat, bien entendu. Et Allah n'est pas gentil. N'oubliez pas, je suis un influenceur. Voilà, bismillah. C'est des influenceurs. Non, c'est des islamo-critiques qui amènent une critique méthodique pour la plupart sur justement les textes de l'islam. Mais par contre, on ne parle pas de texte. Hein. Pas un seul instant, elle parlera de texte ou je ne sais quoi. C'est pas son sujet. Non, tout est virtuel. C'est une cité. Virtuel. C'est une cité virtuelle. C'est-à-dire tout est sur Internet. Mon cher chevalier Kadok, je te reconnais bien là, Jack le Fou. Tout est sur Internet. Tout est sur le web. Oui, sur la plateforme Discord, Et exactement. le saint des saints, c'est Jack le Fou. On est d'accord. Écoutez ça. C'est vrai que c'est Ça, on va dire le mot. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai. Vous les avez rencontrés? Ah non. Tout est virtuel. C'est une cité. Virtuel. C'est une cité virtuelle. C'est-à-dire une cité. On est dans la cité. La dame, elle a découvert Internet. Ok, boomer, quoi. Enfin, ils sont toute une communauté, ils vivent, ils jouent aux jeux vidéo et échangent toute la journée. C'est un monde parallèle au nôtre. Vous savez, nous sommes les moldus, voilà. Il y a les autres. Ils sont de l'autre côté du miroir. Et ils ne se rencontrent jamais. C'est un monde virtuel total. tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Tout est sur le web. Oui, sur la plateforme Discord, exactement. Discord. Oui. C'est sur la toile, c'est sur le web. Après, ils font des lives. Ils jouent au Meporg, exactement. C'est exactement ça. Ils existent beaucoup. Enfin, c'est quand même une cité, quoi. Et à partir du moment où je vais dans Et la capitale, elle est où? le sang des saints, c'est-à-dire chez Jack le Fou, C'est Plantafin. le lendemain, sur le Discord, j'avais 500 demandes. Ah oui, d'entretien Donc avec je me suis dit, vous-même. bon, il faut quand même que j'obéisse un tout petit peu à cette comportement. Parce que moi, je suis assez contente. Là, elle s'est dit, il y a un billet à faire. Là. Attends. Islam, des gens qui sont pas contents, qui vont raconter leur malheur. En plus, je suis psychanalyste, donc je vais pouvoir parler de la mer et tout, de creuser dans leurs douleurs les plus profondes. À mon avis, elle parlera même de viol collectif. Alors, c'est possible qu'une dame ait vécu ça ou je sais pas quoi, tu vois. Mais elle sort ça comme si c'était quelque chose de commun, quoi. Oui, il y a des viols collectifs et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, en fait? C'est genre, c'est pas commun, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment lié à ça? Est-ce que c'est pas plus lié à un contexte social très particulier, etc. Bref. Donc, en gros, un livre très dur, quoi. Contente dans ce livre, et on en parlera, de les avoir placés dans les enfants de la modernité. Les enfants du texte sont les enfants du contexte. Oui. Et en fait, ils travaillent... Les enfants du texte sont aussi les enfants du contexte. Voilà, bien sûr. Et contexte, ça rime avec sexe. Voilà, faut le savoir. Comme ça. Oui. Voilà, Alors, expliquez-nous pourquoi, dans votre enquête qui est vraiment passionnante, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Bon, ça, on s'en fout un peu. Maintenant, Sonia Zadig a d'autres choses à nous dire. Elle a d'autres choses à nous dire, donc ça, je crois qu'on a déjà écouté le... Voilà, on a ça. Voilà, c'est les problématiques autour de son livre, parce que ça a été très compliqué. Et voilà, vous savez, hein, le djihad judiciaire est en marche, donc écoutons. À Momo, à beaucoup d'autres, et qui m'ont un peu propulsé. Il a fallu que je monte en live, comme vous dites, pour que j'ai eu le lendemain à peu près 500 demandes par mail et par Discord. Donc j'ai commencé le travail, ça m'a coûté. C'est un travail qui a un coût cognitif et un coût de temps. Je travaillais les week-ends, y compris le dimanche. Je travaillais après mon travail. Elle travaillait la nuit, elle travaillait même par jour. Il semblerait qu'elle travaillait 72 heures à peu près. Et à peu près 7 jours par tranche de 2 jours. Donc c'est-à-dire 14 jours par semaine. Donc c'est quand même pas rien. C'est un travail consciencieux. Le soir, j'ai eu des 247 témoignages. Il a fallu que j'en arrête à un moment et que je commence à rédiger. Au début, donc j'ai été approchée pendant l'écriture du livre par les PUF, Presse universitaire de France. Et donc ça, normalement, c'est pour publier des thèses, voilà, des mémoires, etc. Mais bon, elle n'a pas été éditée au PUF. Il y a peut-être une raison à ça. Quand même, l'éditeur lui-même qui m'avait approché lors d'un dîner après une conférence, il m'a dit oui, on est très intéressés. J'envoie donc le PDF après la fin de l'écriture. Il me fait marcher, en fait. Oui, non, il change des choses, nanana.
Cette blague, ça a duré à peu près entre 6 et 8 mois. Et au bout d'8 mois, je lui dis, oh, ça va, quoi. J'attends quoi, là? C'est mon travail. Il y a des gens derrière qui m'ont donné confiance et à qui je dois rendre des comptes. Enfin, moi, j'ai l'impression que les gens qui m'ont parlé, je leur dois quelque chose, quoi. Il y a une dette symbolique entre nous, quoi. Bon, bref, je la fais courte. Il m'a dit non. Il m'a envoyé un mail en disant non. Ils ont censuré, ils ont très très peur. Ça les dégoûte même, hein, parce qu'il y a quand même des témoignages qui sont extrêmement dans une violence monstrueuse, quoi. Voilà, et donc heureusement que Fayard a rattrapé le coup assez rapidement. Je vais y avoir des propos après, tu vas voir. Et mon livre, et elle a dit exactement, elle a dit très très. Je trouve que c'est important de savoir comment elle s'est fait publier. Bon, voilà, elle a dit oui. Sauf qu'il fallait que je change un petit peu le bouquin. Je le dis à la conclusion qu'au départ, j'avais écrit un brûlot quand même contre l'islam. Aujourd'hui, donc à la base, c'était un brûlot contre l'islam, et aujourd'hui, ce n'est qu'un livre, un recueil de témoignages. Oui, c'est pas forcément dans le livre. Vous n'allez pas trouver. Je donne la parole à 13 apostates et 13 apostats. Mais dans mes conclusions, je donne la parole à tout le monde. J'ai choisi vraiment des sujets, des personnes qui sont assez significatives, si j'ose dire, parce que voilà, c'est toute les étapes de l'apostasie. On sort pas comme ça, on claque pas la porte. Pourquoi on claque pas la porte? Parce que ce n'est pas une religion, c'est une identité. Ce n'est pas une religion. Alors, non, en fait, c'est pas une identité. Madame. Alors ça, c'est la vision très psychanalytique du truc. Alors, ça fait partie dans la construction de l'identité. C'est-à-dire, un humain, il construit une identité au fur et à mesure de sa vie, des influences, des amis, de l'environnement dans lequel il baigne. Hein. Je veux dire, si jamais dans un environnement extrêmement culturel, par exemple, musicaux, c'est tout, bah, tu seras influencé par cet environnement, etc., etc. Par contre, de fait, l'islam, c'est pas une identité. Ça peut faire partie de l'identité, c'est-à-dire des gens vont se dire ça fait partie de mon identité propre, mais ce n'est pas une identité, quoi. C'est pas parce que il y a un lifestyle qui est précommandé qui est recommandé que c'est forcément une identité. Mais certains, effectivement, vont le vivre comme une identité. Donc dire que c'est une identité, que ce n'est pas une religion, ça veut rien dire. C'est une religion qui, comme toute religion, est perçue comme une part de ton identité, donc de ce fait, tu vas le vivre, de manière un petit peu trop à fleur de peau, quelque part. La religion, c'est un vadémécum, c'est-à-dire un manuel de vivre. On te dit comment tu t'habilles, comment tu te paries, comment tu fais tout, quoi. Hein, comment tu... L'identité, c'est quelque chose de multiple, en fait. Elle varie, c'est pas quelque chose de fixe, tu vois. Donc, dire que c'est une identité, non, tu dis que c'est un mode de vie. Voilà, effectivement, ça préconise un mode de vie, à la limite. Ça, c'est plus cohérent. Et que la personne ne vit comme une part de son identité, mais c'est pas toute son identité, tu vois. La personne a plein de choses qui constituent son identité. Tu vis, comment tu meurs, comment tu dois obéir, comment tu dois parler, etc. Donc, j'ai appelé ça la traversée, vous verrez, la traversée de l'identité. Oui, arabe aussi, c'est pareil, chose que tu veux dire. C'est une vision identitaire, comme dit Murphy. Des apostats nés en France, quelques apostats là, non nés en France. On s'en bat les couilles un peu. Désolé, madame, hein, mais... Aussi, qu'il doit choisir. Donc, j'ai appelé ce livre « Les enfants perdus de la République ». Au départ, Alors ça, on va le passer pour l'instant. On va aller tout de suite sur le plateau de RMC et ensuite on réécoutera une dernière partie. Attendez, ce sera aux alentours de 30 minutes. Voilà, une partie là qui va être un peu plus longue. Mais d'abord, on va sur RMC en espérant d'ailleurs que je ne serai pas censuré pour RMC parce que je sais que c'est pas forcément le meilleur truc. Alors il y aura 2-3 répétitions, mais des choses importantes qui vont être dites. Alors une partie au début et un peu plus loin aussi, vous allez voir, avec une dame qui est très choquée. Sortie de l'islam. L'intérêt vraiment de ce livre n'est pas d'écrire un brûlot contre l'islam, mais de défendre plutôt... Alors, à la base, c'était quand même le but, madame. C'est-à-dire, à la base, vous vouliez faire un brûlot, comme on vient de l'entendre. Maintenant, le but n'était pas de faire un brûlot, comme vous l'a conseillé votre éditeur, mais... Ça, elle le dit pas à la télé, hein, vous voyez, le discours change. La liberté de conscience en France. Alors moi, Un filtre, je peux pas mettre un filtre. Dans ce que je peux faire, c'est ça. C'est faire comme ils font sur certains trucs YouTube, là où ils grossissent à mort le truc pour pas... Mais bon, ma thèse principale dans ce livre, c'est de dire que l'islam n'est pas une religion, c'est plutôt une loi, une identité et une culture. Alors en effet, c'est là où je vous rejoins, j'ai grandi dans cette culture arabo-musulmane.
Oui, mais du coup, dans chaque pays musulman, ils n'ont pas la même culture, ils ont juste la même religion. Donc ça va pas s'exprimer toujours exactement de la même manière, quoi. Il y a des choses qui vont pas être pareilles, à part dans la pratique de l'islam. Mais du coup, c'est dans la pratique de la religion, pas de leur identité, de leur culture propre, en fait. C'est un peu différent. Sans la foi, je n'ai pas été musulmane, je ne l'ai jamais été. En revanche, j'ai été baigné dans la culture. Ça, c'est rigolo, ça, parce que tout à l'heure, elle disait pas ça. Et là, elle a jamais été musulmane, voilà. Musulmane, je ne l'ai jamais été. En revanche, j'ai été baigné dans la culture qui est elle-même frappée d'islam. Vous voyez, il y a un enchevêtrement entre les deux. Alors, pourquoi sortir de cette culture, alors ? Pourquoi vous aviez besoin de le faire ? Je ne suis pas sûre d'être sortie complètement. Il y a des endroits de cette culture que je revendique très fièrement. C'est mon origine. Je me situe plutôt dans une francité de choix, c'est-à-dire que tout ce qui est culture d'origine me reste. La francité de choix, je ne sais pas ce que c'est. De quelque chose. Mais qu'est-ce que vous ne vouliez plus ? Alors, le couscous, le couscous et la harissa, parce que ça c'est deux choses qui me choquent forcément et profondément. Mais sinon, moi j'aime bien dire Inch'Allah de temps en temps, quoi. Non mais elle doit aussi se justifier pour que ça passe mieux chez les musulmans, c'est normal. Je suis pas sûr. En tout cas, vu ce qu'elle dit, je suis pas sûr que ça passe mieux du coup chez les musulmans. Parce qu'elle dit elle croit pas en Dieu, des fois elle dit oui mais je suis musulman, des fois elle dit non je suis pas musulman, je pense que c'est des bêtises. C'est compliqué quoi, on sait pas trop. En fait on sait pas ce qu'elle en pense. Voilà, on sait pas si elle est vraiment ou non. Aucune idée. L'histoire n'est pas la mienne en fait. C'est-à-dire que je n'écris pas du tout sur moi, j'écris plutôt sur. Mais c'est le point de départ parce que c'est comme ça que vous rencontrez Momo qui est à côté de vous. C'est vrai. Je rencontre complètement par hasard, même si je dis qu'il n'y a pas de hasard. Un groupe qui se revendique apostat et ça m'a interpellé, le cercle des apostats. Ça m'a interpellé parce que le mot apostat m'avait interpellé en disant mais pourquoi se disent-ils apostat ? Pour comprendre plus tard que le terme apostat justement est un statut juridique qui les précipite tout de suite dans la peine de mort. C'est-à-dire que oui. Et non, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que s'ils croient au texte, enfin, dans nos territoires, je parle pas en Afghanistan, je sais pas quoi, là, dans nos territoires, oui, si tu crois au texte, tu te dis que normalement, tu devrais être voué à la mort. Voilà. Si t'as envie d'apostater et que t'y crois plus, non, enfin, t'as pas non plus le risque de mort, quoi. Au pire, t'auras peut-être un rappel ou deux pour te dire, bon, là, tu n'es plus musulman, pas ouf, mais je ne crois pas que tu risqueras la mort. Donc, oui, effectivement, dans le juridique, on pourrait dire ça, et dans la pratique, pas forcément. Voilà. Finalement, sortir de l'islam, vous ne pouvez pas le faire. C'est dans ce sens-là que ça m'a intéressé. Alors justement, Momo, qui est le patron, entre guillemets, du cercle des apostats, racontez-nous votre histoire. Non, alors là, j'avance un petit chouïa. Voilà, je suis désolé. Moi, non pas que je ne veux pas écouter Momo, mais parce que c'est pas le moment qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Madame. Je voulais Zadine. vous entendre un petit peu là-dessus. Pourquoi vous avez le sentiment que la République française laïque, qui pour moi permet le cheminement que vous décrivez, pourquoi elle ne vous aurait pas bien accueilli en qualité d'apostat ? Alors, je vais répondre simplement en revenant sur les enfants perdus de la République et pourquoi ce titre. Ce titre, d'abord, c'est un clin d'œil à mon ami Georges Bensoussan qui a écrit il y a 20 ans Les territoires perdus de la République. Et voilà que 20 ans après, des enfants perdus de la République sortent de ces territoires et demandent l'appui, en tout cas demandent la tiercité de la France. Si vous voulez vraiment avoir le témoignage de Momo, allez sur Arte, vous tapez Momo Apostat Arte, vous devrez trouver son intervention dans le docu, c'est beaucoup plus pertinent. Demande que la France, en tout cas la République, puisse faire tiers entre une identité dont ils ne veulent plus et une francité qu'ils veulent épouser. Et alors, en effet, vous dites bien quand même que l'angle que je choisis est psychanalytique, mais quand même, le message est éminemment politique. Dans quel sens ? De dire... Alors, soit c'est une étude psychanalytique, bon déjà psychanalytique, voilà, on émet des doutes, mais admettons. Voilà. Soit c'est un truc psychanalytique pour essayer de comprendre la psychologie finalement de l'apostasie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une psychologie commune, quels sont les parcours de vie, quelles sont les difficultés, machin et tout, pourquoi pas. Mais si c'est politique, bah, c'est plus le même but. Voilà, c'est plus à but d'une étude objective, sans trop de biais, c'est-à-dire qu'il y a un objectif politique et on ne sait pas lequel. Voilà, on ne saura pas lequel, si ce n'est parler d'identité. Républicain, exactement, et de dire mais en fait ces enfants-là, quand ils vont porter plainte, et là on parle d'adultes, on parle des apostats. Donc les enfants perdus de la République, c'est les apostats. Donc quand elle parle d'enfants, là elle parle d'adultes. Elle parle de Momo, de Amir,
Les enfants. Vous entendez les enfants, hein. Donc voilà, c'est terrible quand même comme vision de l'apostat. Je leur dis, mais laissez les musulmans tranquilles. Moi, quand j'arrive, même ici, on me dit, c'est quoi ton origine? Première question. C'est bien, c'est bienveillant, je sais que c'est pas... Mais finalement, c'est-à-dire que les enfants adoptés de la France ne sont pas si légitimes que cela. Et c'est ça. Mais ces enfants adoptés revendiquent leur origine. Et donc, c'est très compliqué pour le Français lambda de faire la distinction entre celui qui revendique son origine et celui qui ne veut plus la revendiquer. Moi, je suis du côté des Français qui disent l'origine, je m'en fous, je la regarde pas, la couleur, je m'en fous, je la regarde pas. On est tous Français. Mais au fil des années, SOS racisme, machin, une vision très les gauchistes, c'est pas bien d'être raciste, mais nous, on aimerait quand même pouvoir être raciste, c'est quand même fou qu'on nous censure. Gauche, on a glissé dans la revendication des origines. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement... effectivement, c'est compliqué. Ah bah. Ce n'est vraiment pas la question ni le sujet du livre. Mais je vais quand même pas me défaire de votre question. Est-ce qu'il est... Finalement, je vais vous la poser d'une manière plus subversive. Est-ce que la République est compatible avec des revendications identitaires? Est-ce que la République fait encore rêver? Est-ce que nous... Quelle revendication identitaire? C'est pas une revendication identitaire, l'apostasie. Putain, elle a tout whipping, madame. On dirait que c'est Némésis qui vient parler. Là. Voilà, t'as Julien Rochdy. Nous avons un récit commun qui fait rêver tout le monde et ce livre jette un pont. Je ne veux plus, le problème dans notre pays aujourd'hui, dans le débat public, c'est plutôt les étiquettes, plutôt un camp contre camp. J'espère vraiment que les enfants de la République jettent quelque chose d'entre nous, où ces enfants-là qui sont nés en France, pour la plupart, disent on veut épouser la liberté de conscience, etc. Et ils appellent même à de l'autorité de la République vis-à-vis de leurs anciens co-religionnaires. Et vous parlez aussi de... oui, c'est pas parce que des gens disent ça dans son livre que tout le monde appelle à une autorité de la République sur tous les co-religieux. Enfin, c'est pas le but, quoi. Il y a déjà une autorité de la République, quoi. Il y a des associations, il y a du travail social, il y a la justice aussi, il y a les dérives sectaires qui sont déjà prises en compte par la justice. Donc en gros, une application de la loi à la limite, quoi. Mais effectivement, voilà. C'est normal si elle a encore rien dit de concret. Alors, on a quelqu'un qui a lu le livre. Je pense que le livre, attention, il est beaucoup plus touffu, sera bien plus complet, et Jack le Fou va venir témoigner de sa lecture du livre. On est déjà arrivé à 69, donc normalement Jack a le droit de monter, mais je lui interdis de monter pour l'instant. On arrive à 99. On termine là-dessus, on termine sur le React, et n'oubliez pas, le pouce bleu, c'est ça qui invoquera Jack. Phrase qui parle de guerre civile et qui dit, un témoin dit nous irons vers la guerre civile, il faut les dominer pour survivre. Vous parlez aussi de... C'est Apostat Kafir qui a fait ce passage, non? Apostat Kafir ou Vivi qui ont témoigné, c'est ça? C'est la bonne blague. Donc la guerre civile, il faut les mater. Un de leurs anciens co-religionnaires. Et vous parlez aussi une phrase qui parle de guerre civile et qui dit, un témoin dit nous irons vers la guerre civile, il faut les dominer pour survivre. Vous parlez aussi de convertis, il y a aussi... C'est pas ma parole, c'est des témoins. C'est des douanes, c'est pas ma parole. Alors, attention, moi ouh là là, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai vu des avocats, ils m'ont dit, faut dire que c'est pas toi qui l'as dit, tu l'as écrit, mais voilà, t'es pas d'accord, tu te dédouanes de toute responsabilité. Oui, mais bon, est-ce que c'était le passage le plus pertinent que de mettre ça, quoi? C'est aussi des convertis. La revendication d'un État. Il n'y a pas seulement ceux qui ont grandi dans cette culture arabo-musulmane, il y a aussi des petits cathos qui ça, c'est intéressant. Qui décident d'épouser à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a des conversions presque massives? Moi, je le vois dans mon cabinet. Parce que nous avons perdu ce récit commun. Nous n'avons plus rien à faire rêver. Merci à nous n'avons plus d'identité. Et le mot identité est devenu tabou, raciste, colonialiste, etc. Mais en fin de compte, non. Pourquoi c'est qui pousse, par exemple, Stan, qui a grandi dans le 6e arrondissement parisien, qui a été dans une école privée catholique. Bien sûr, il le dit. Il dit, on n'a plus le droit de dire je suis français, brandir un On peut plus dire je suis français, on peut plus montrer son drapeau, on peut plus dire je suis catholique, du coup je me suis converti à l'islam. Non mais c'est... on se calme là. Un drapeau français aujourd'hui, c'est être facho. Voilà, et donc il y a quelque chose d'une quête identitaire chez tous les enfants. Et franchement, le jour où j'ai les moyens et que j'ai assez de dons, je m'achète un drapeau palestinien, un drapeau français, un drapeau israélien, je vais mettre tous les drapeaux en fond.
Ouais, je crois que je vais me faire un décor de drapeau. Au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Si, t'as le droit de montrer tes drapeaux, on s'en bat les couilles, en fait, frère. Ah oui. Drapeau du Soudan, drapeau du Mali, drapeau de tous les pays en conflit, etc. On va faire ça, je crois. Occidentaux. Aujourd'hui, nous avons un problème. S'il y en a un, en tout cas psychanalystiquement, c'est celui-là. Et en fait, l'islam, c'est un vadémécum. L'islam, c'est un habit qu'on vous présente, qui vous dit comment manger, comment vous habiller. On vous offre un code, une identité. On se répète. Ça peut être un traitement de choc parce que si l'islam est bien suivi à la lettre, tout simplement, si vous êtes toxicomane, vous n'avez plus le droit de vous droguer. Il y a un exemple. Alors, je pense pas que ce soit un bon traitement si t'es toxicomane de l'islam. Je pense que c'est juste un miroir aux alouettes. Si le mec arrête, c'est qu'il était déjà capable d'arrêter. C'est pas parce que l'islam l'a aidé, en aucun cas. Le problème est réglé et ça peut être un traitement de choc pour des personnes qui ont vraiment eu des conduites à risque. Donc je peux là-dessus, je suis pas d'accord. Une catholique. Voilà, c'est ça le passage que je voulais. Voilà, passage très important de l'émission et ensuite on aura un dernier passage chez Alia. C'est à vomir et pousse les familles. Entendre. Non, pas dire. Mais il faut la dépasser. Ouais. Laura. Oui, je peux pas dire que j'ai aimé. Hein. C'est impossible d'aimer ce livre. On ne peut que l'entendre. Non, mais on ne peut que l'entendre et le lire. Apprécier, en tout cas. Oui. Alors, vous allez voir. Je suis désolée, monsieur. Moi, c'est le côté femme qui a été le plus difficile pour moi. Moi aussi. Déjà, premièrement, parce que je suis... ça marche à 99 € don. Alors, s'il y a un mec qui fait 99 € don, Jack, il monte tout de suite, je lui laisse la parole, je quitte l'émission, et je lui laisse l'émission pendant 10 heures. Il n'y a aucun problème. Là, attends. Bien entendu, je sais servir mes maîtres, bien entendu. Une femme, et je suis une maman. Et alors, m'imaginer faire vivre ça à ma propre fille, ou alors, de la manière dont j'aime ma mère, que ma mère puisse être capable de me faire vivre et de tolérer... Quoi, par exemple pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas lu le livre. Les coups viennent de la mère, les violences physiques viennent de la mère. Donc là, en gros, les mamans musulmanes, elles frappent toutes leurs enfants. Là, on tombe sur... Vraiment, l'émission est terrible. Je trouve qu'elle est terrible parce qu'elle ne décrit pas la lutte des apostats, moi, que je connais, qui sont plutôt... pas dans ce délire de totalement discriminer la population en disant « Ah, ils sont comme ça, les mamans sont comme ça, les musulmans, les trucs... » Et là, on est à fond dedans. Là, ça y est, là. Les mères tapent leurs enfants, la violence vient des mères, de toute façon, c'est la faute des femmes. Hein. De toute façon, voilà, les femmes, vous savez très bien votre position dans l'humanité, vous êtes inférieurs à tout le monde. Hein. C'est comme ça, hein. Même après les esclaves, la femme vient après. Hein. C'est dans toutes les cultures, hein. La misogynie a toujours dit que la femme, bon... hein, champ de labour, tout ça, ok, mais pas plus. Hein. C'est la maman qui pousse à l'excision des petites filles. C'est horrible, c'est à vomir. L'excision, je crois pas qu'elle soit préconisée en islam, par exemple. Hein. C'est plutôt des pratiques très particulières dans certains types de pays, mais c'est pas... Et bizarrement, au milieu de tout ça, votre livre, il a été salvateur pour moi. Vous allez voir pourquoi il a été salvateur. Parce que elle se dit qu'elle est pas raciste. Parce que son livre a confirmé tout ce qu'elle pensait de raciste sur les musulmans. La suite. Dire pourquoi, depuis que j'ai commencé les grandes gueules, je maintiens mes opinions. Et moi, je fais partie des Français qui disent mon identité culturelle sans pour autant vouloir renier celle des autres. Et j'ai eu une vague de personnes qui me disent que je suis raciste, qui me disent que je suis fasciste, alors que je suis une catholique pratiquante. Donc, j'ai pas le droit d'être raciste et j'ai pas le droit d'être fasciste. C'est dans mes textes. Et je me suis dit... Oui, c'est dans les textes de la Bible, c'est dans les textes du Coran, dans les textes de la Torah, bien entendu. Aucune religion n'a aucun défaut, hein, si on écoute le croyant. Hein. Madame, je pense que vous auriez mérité un petit débat. Mais est-ce que, Laura, tu n'es pas devenue schizophrène? Est-ce que tu n'es pas différente de la personne que tu étais quand tu étais jeune, où tu as grandi au milieu de la religion musulmane, là où j'ai grandi? Je faisais l'Aïd avec mes copines, j'allais le vendredi soir faire Shabbat avec les... Et je me suis dit, et maintenant tu as une telle haine envers ces gens. Et alors les gens, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les islamistes, hein, qu'on entende bien. Je me suis... Ouais, c'était pas très clair jusqu'à maintenant, vous avez bien fait de dire, les islamistes. Mais c'est quoi un islamiste? Quelqu'un qui croit en l'islam, c'est quelqu'un qui la pratique, c'est les terroristes. C'est un peu vague, madame. Dis, mais est-ce que t'es pas devenu raciste finalement? Et en fait, votre livre, il m'a prouvé que non. Je suis... fondamentalement pas raciste, je suis... Quand quelqu'un se dit, est-ce que je suis raciste, qui lit ton livre, il dit, ah mais en fait je suis pas raciste, ça a juste confirmé ce que je pensais. L'odeur n'est pas... voilà quoi. Simplement une grande humaniste. Et je refuse que des femmes soient soumises au point d'en souffrir dans leur chair et dans leur cœur. Je refuse que des enfants continuent d'être maltraités, petites filles ou petits garçons. Je me battrai corps et âme pour que les musulmans
corrects puissent vivre en paix avec leur religion, parce que monsieur, je vous le dis avec la plus grande sincérité, pour moi, partir de sa religion, ça doit être un drame horrible. Vous m'enlevez Dieu, je ne sais pas vers qui je me retourne. Ok, madame. Ok. Peut-être passer à la diatribe de madame Sonia qui va répondre, bien sûr. Bien. Et finalement, ces mères qui transmettent des histoires terribles des hommes, mais finalement, l'oppression chez les femmes et les hommes ne se passe pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que l'oppression chez la femme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit son origine, etc., passe par le corps. Et ça, c'est l'angle psychanalytique qui est le mien. Et finalement, ces mères qui transmettent quelque chose... Il passe pas par le corps, il passe aussi par la psychologie, du coup, enfin la pression que tu peux mettre psychologique, quoi. Et après, le corps... effectivement, le corps des femmes a toujours été un peu caché, etc. Oui, effectivement. Mais bon, la vision psychanalytique, là-dedans, n'a rien à voir. Du bâton de l'oppression, elles l'ont aussi subi. Et en fait, moi, j'appelle à une rupture de tout cela. Et les apostates le font. Elles disent, il y en a une témoin qui dit que quand elle était enceinte de sa fille, quand elle a appris qu'elle était enceinte d'une fille, elle a passé le reste de sa grossesse en hôpital psychiatrique. Parce qu'elle dit... Je vais répéter, et on répète tous, qu'on le veuille ou pas, on le répète. On répète les traumatismes, etc. Je ne vais pas rentrer dans des détails psychanalytiques, mais et finalement, il faut aussi sauver l'oppresseur pour pouvoir sauver l'opprimé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je comprends pas du tout. C'est-à-dire, il faut sauver l'islam. C'est qui ? Ou la mère ? Il faut sauver qui, madame ? C'est pas très clair, là. Je comprends pas. C'est-à-dire, il faut sauver la maman ou il faut sauver l'islam ? C'est quoi qui est responsable ? C'est l'islam ? C'est la maman ? C'est la maman, j'imagine. C'est encore pire. Il faut casser ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous dites, ils sont à bras ouverts, etc. Moi, des personnes me racontent, c'est pas mon histoire, mais les personnes me racontent que la petite, elle avait un cocard et elle le montrait à sa maîtresse, détournait le regard en disant... C'est vrai que s'habiller en camille, c'est pousser la barre pour ressembler au prophète, ça passe pas du tout par le corps. Non, et puis même les pratiques, je veux dire, en aucun cas. Le corps, les hommes, de toute façon, c'est pas pareil. Oula, je veux pas rentrer dans ces histoires. Oui, le bâton phallique, oui. C'est aussi l'histoire aujourd'hui dans les lycées où on a peur. Il y a une peur généralisée. Et on peut comprendre parce qu'il y a des professeurs. Bien sûr qu'on peut comprendre. On part dans tous les sens. Sont victimes. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'apostasie. Alors je sais pas si le livre il est comme ça. Je pense que non. Il doit être un peu plus cadré quand même. Et on va savoir avec Jack ce qu'il en est. Mais pour l'instant, ça me donne pas envie de l'acheter. Loi et quid de la loi. Et si on appliquait la loi à tous pareillement. Et si on pouvait vraiment... Mais si elle a dit qu'il faut aider les parents maltraitants, moi je veux bien, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, pour sauver la victime, il faut sauver l'oppresseur. Oui, mais c'est quoi l'oppresseur selon elle ? Qu'est-ce qui est défini par là ? Est-ce qu'elle parle du bâton tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Être dans une liberté d'expression sans pouvoir jeter des colibés en disant tu es raciste, tu es fasciste. Des anathèmes, bien sûr. C'est pas un pamphlet gratuit contre l'islam, le livre. On s'en fout là, c'est pas très intéressant ce qu'il raconte, monsieur. Qui a une femme qui s'est libérée justement. Étouffée. Alors, je vous disais merci d'avoir compris que c'était absolument pas un pamphlet contre l'islam, c'était pas du tout un camp droite-gauche, et je ne veux être récupérée par personne. Je suis une femme libre, une femme qui s'est libérée justement de tout cela, et j'aimerais porter cette... Et vous respectez même la foi, ça se sent. Et je respecte la foi de chacun, et je voudrais justement par rapport à la foi que ça revienne dans l'intime, et non pas dans l'extime. Je ne veux plus... L'extime, non mais... Non, je me mets en mode Jordanie. Plus d'ostentation. Voilà, en fait, l'islam, si on continue de le voir comme une religion et on continue de dénoncer les signes ostentatoires, c'est qu'on n'a pas compris que c'était un symptôme d'un malaise civilisationnel. Ah, donc elle est comme moi, elle est pour que le voile soit porté dans les rues sans aucun problème. Moi, je suis pour. En plus, les filles, elles se maquillent et tout, c'est pas un souci. En plus, il y a des outfits maintenant avec des voiles, c'est très bien. Comme ça, on le démocratise. À la fin, ça devient une tenue comme une autre. Ce serait bien, ça. D'un malaise identitaire, qui a certainement ses sources sur ce que vous disiez dans les années 60-70, d'un défaut peut-être d'intégration ou d'une impossibilité à l'époque d'une intégration. Ça, c'est pas le propos du livre, mais on peut en discuter comme vous. Bah non, en fait, madame, ce serait bien d'être dans les propos du livre. Et elle veut pas dévoiler ce qu'il y a dans son livre aussi. Ça, c'est le secret pour vendre ses livres. Tu dis pas tout ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, pour des raisons démographiques, pour des raisons de troisième génération, etc., ce sont ces enfants-là qui sont perdus de ces territoires perdus où on a laissé faire sur plusieurs décennies,
Et nous avons le résultat. Voilà. Et voilà, les enfants perdus de la République, c'est ceux qui sont sauvés de ces quartiers perdus de la République, islamisés. Le résultat aujourd'hui. Alors vous disiez que la plupart des témoignages sont justement déterminés, si vous voulez. Ça peut être un biais de sélection par quelque chose de très modeste, des milieux défavorisés, etc. Je confirme. C'est un énorme biais de sélection déjà, à mon avis. Rien que le serveur, non pas une critique du serveur, mais je veux dire, le serveur correspond à la sphère des apostats sur les internets. Une sphère, du coup, qui est assez réduite. Je veux dire, il y a une cinquantaine de milliers de personnes, à mon avis, qui regardent les chaînes, qui gravitent autour de tout ça. Et puis, dans les gros actifs, je sais pas, peut-être 1 millier, 2000, 3000, voilà, qui tournent régulièrement sur toutes sortes de lives. Dans le cercle, du coup, c'est les plus convaincus de cette lutte, enfin de cette cause, ou qui sont les plus interrogés, et donc les plus déterminés à aller dans un groupe pour échanger sur ces thématiques-là. Donc à partir de là, il y a déjà un énorme biais de sélection. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apostat commun, lambda, qu'on va voir. C'est l'apostat un peu plus engagé dans ses questionnements à lui, ou sinon dans une lutte, effectivement, pour dénoncer ce qu'il y a dans l'islam. Et donc, de ce fait, déjà, le biais de sélection, il est présent. Il est très, très présent. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas un panel représentatif de ce qu'est l'apostasie en France, mais, enfin, de ce qu'est la situation de l'apostat français, mais plutôt la situation des apostats concernés par cette thématique-là, qui, du coup, se retrouvent dans un lieu où on va beaucoup parler de ça. Et donc, de fait, déjà, oui, il y a un énorme biais de sélection problématique et qui va amener peut-être d'autres biais dans le livre. Je ne sais pas à quel point il va être sérieux ou non, mais ça pose 1001 questions, du coup, sur la teneur du bouquin et des témoignages, même. Mais il y a aussi des personnes qui sont nées dans le 6e. Il y a aussi des gens nés dans le 6e et dans le 15e, bien sûr. Et à Versailles. Ma lecture reste bien entendu extrêmement matérialiste, dans le sens où, effectivement, si vous êtes dans la misère, etc., et si vous avez l'impression que le camp adverse ne vous reconnaît pas, bien entendu qu'il y a un repli identitaire sur l'islam, sur plein d'autres choses aussi. Et aujourd'hui, il n'y a que des problématiques identitaires. Alors, surtout que les gens, ils se replient dans les religions parce que ça leur donne un peu de sens à leur vie, qu'ils se disent oui, mais trop boulot dodo c'est chiant, le chômage c'est dur, on m'apporte quelque chose qui me rassure, etc. Mais c'est forcément une quête identitaire. Je sais pas pourquoi elle a besoin de parler de quête identitaire. Pourquoi est-ce que la gauche ne veut pas s'en saisir, alors que c'est éminemment de gauche comme problématique, c'est de dire comment peut-on faire rester commun, comment peut-on vivre ensemble. Mais quelles seraient les solutions, madame? Bon, il n'y en a pas, mais ça, c'est un débat. Sans haine, voilà. Exactement. Et le problème, c'est que c'est quelque chose de paternaliste, où on traite encore les musulmans comme des petits-enfants. Chut, on n'a pas le droit de parler de l'islam. Pourquoi donc? Par contre, on peut les appeler les enfants perdus de la République. Là, c'est pas les traiter comme des enfants. Les infantilisent pas du tout. Pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi on n'a pas le droit de dire voilà ce qui se passe, etc. Et cette parole libre des apostats, j'espère, ouvrira une espèce de brèche qui laissera passer la lumière ou les ténèbres. Mais quelque chose de cette parole-là. La lumière ou les ténèbres. Putain, j'ai l'impression d'entendre Trump. Ils sont encore peu nombreux à prendre la parole, justement. Et alors, ceux qui voudraient les aider côté République, entre guillemets, il y a très peu d'interlocuteurs. Bref, voilà, ça c'est pour RMC, parce qu'on va pas se faire toute l'émission de RMC, elle est un peu longue. Ensuite, nous avons un dernier passage, et ensuite on va recevoir Jack. Je pense qu'on va pouvoir, je sais pas s'il est dans le coin, je pense qu'il doit pas être bien loin. On va s'écouter ce passage, passage qui va durer une petite quinzaine de minutes maximum, qui, pour le coup, va un peu expliquer un peu de tout. C'est-à-dire, entre ce qui a été dit là et des compléments, vous allez voir des rappels, mais vous allez voir, c'est fortement intéressant. Ça m'a... L'absence des pères, la démission des pères m'a beaucoup interrogée. Ce qui m'a aussi interrogé, c'est même fait rire. Mais pardon, mais quand tu parles de... Alors déjà, quand elle parle d'absence des pères, moi je vois pas... Enfin, je veux bien. Mais du coup, si t'as un père, t'as une mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, il y a un autre problème. C'est pas forcément l'absence du père. Et est-ce que du coup, ça veut dire que c'est de la faute, finalement, à ces mères célibataires de ne pas avoir de conjoint pour accompagner l'éducation? Je ne sais pas. Ça pose 1001 questions. Et Yanis Apostat est bien sûr très content de cette analyse. Démission des pères, ouais. Tu parles des apostats ou de leurs parents? Des parents.
des parents. Bah oui. Des parents. En fait, je sais pas si on peut généraliser à tout le monde, mais en tout cas, la photographie instantanée que j'ai prise des apostats hommes et femmes qui m'ont parlé, il y a comme une absence comme ça de la figure paternelle comme faisant loi symbolique, faisant identification. Quelle loi symbolique? Pourquoi en fait? Tu m'aurais dit oui, un manque d'équilibre familial, effectivement, qu'il manque un père ou une mère, ou des carences, un trauma par rapport... À la limite, je pourrais l'entendre, tu vois, mais bon, voilà, ça me paraîtrait un peu vague, mais admettons. Mais là, l'absence de la symbolique du père, ça fait très le papa tradi, quoi. C'est-à-dire, le père, le fait d'être là, est déjà un réconfort et quelque chose qui va amener à un meilleur équilibre. En quoi? Pas forcément, c'est complètement faux. Si le père est défaillant, bah il est défaillant, enfin c'est comme ça arrive. Un père qui serait valorisé, etc. C'est pas le cas, et c'est là qu'il y a un biais de sélection par rapport à ceux qui viennent faire des études en France. Généralement, la classe sociale est différente. Il y a quand même beaucoup de biais de sélection. Et généralement, le père est assez présent, quand même. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement... Pourquoi? Ce sont, il y a des gars qui viennent faire des études en France, et leur père n'est pas présent, pourquoi forcément? Ah, tu dis, ils font des grandes écoles, là, effectivement, il y a plus de chances que les familles soient structurées avec des finances, ok, mais tous les étudiants qui viennent en France ne sont pas de familles ultra structurées. Alors, effectivement, ils sont peut-être plus éduqués, ça c'est possible, mais peut-être pas forcément toujours plus structurés, c'est pas forcément un fait, quoi, je suis pas au courant. En situation d'exil, et ça il faut que je le développe plus dans un autre livre, en situation d'exil, avec il y a quelque chose qui se perd de la loi du père. C'est ça, enfin il y a d'autres petites choses, loi du père. Tu découvriras le bouquin, Yanis, tu liras dans le livre. Voilà, achetez le livre bien sûr. Elle l'a pas offert aux apostats, elle aurait pu l'offrir à chaque apostat quand même qui a participé. Je suis pas sûr que ce soit le cas, hein. Moi j'ai l'impression que non. Bien sûr. Mais c'est très intéressant, et c'est même ironiquement, Sonia, tu valides un cliché, c'est-à-dire... mais si ça valide un cliché, c'est qu'il y a un problème du coup. Faut peut-être creuser et voir si c'est vraiment vrai. Donc voir si c'est pas faux, pour être sûr avant de valider. Mais moi, je l'ai toujours supporté pour ma part, parce que moi, on m'a déjà dit de manière assez méprisante, les apostats, vous avez avant tout un problème avec votre famille, pas avec l'islam. Mais en discutant avec toi, tu m'avais... Alors, elle est psychanalyste, hein, elle est pas psychologue. Hein. Une psychologue va pas te sortir des trucs comme ça, elle va te dire, ah bah voilà, va pas aller là-dedans en tous les cas, pas dire l'absence du père, le symbole du père, la loi du père, c'est pas en psychologie, quoi. Les gens sont ce qu'ils sont, avec leur, avec un peu plus de recul justement sur les situations, et ils n'expriment pas forcément leur opinion d'un manque de quelque chose, tu vois. Ils peuvent l'étayer pour dire bon bah ça a l'air d'amener ça comme problématique, la personne verbalise ça, mais ça veut pas dire que c'est la raison de sa problématique, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu con en fait de passer par le spectre du père en imaginant que ce sera ça qui va impacter du coup ces dérives ou je sais pas quoi, parce que je sais même pas ce qu'elle veut dire par l'absence du père. Est-ce que c'est l'absence du père qui fait apostasier? Est-ce que c'est l'absence du père qui fait que des gens sont musulmans? Est-ce que ça veut dire qu'ils se radicalisent qu'il manque un père? Mais sauf que tous les apostats qu'elle a interviewés ne sont pas des radicalisés, c'est juste des gens qui ont des vécus un peu particuliers. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que le père qui est absent, ça symbolise quelque chose? On ne sait pas. C'est juste qu'il manque le père et que pour elle c'est très important et que c'est symbolique des apostats. Donc les apostats qui apostasient parce qu'ils n'ont pas de père. Je comprends pas ce que ça veut dire. Alors j'imagine dans le livre c'est développé, ça doit être sûrement très étayé, mais là ça pue, voilà quoi. Marqué une phrase de la psychanalyse. Alors un psychanalyste, oui, ramène tout à ta mère et à tes parents. Le psychologue, non. Le psychologue qui n'est pas psychanalytique, en tout cas, ne sera pas là-dedans. Vraiment pas. C'est pas son délire. Ça m'avait marqué. C'était, tu m'avais dit, on apostasie avant tout au travers des émotions et ensuite on rationalise. C'est-à-dire qu'on a toutes les raisons, etc. Et moi, j'ai toujours dit, oui, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, il me semble l'avoir constaté. Je ne fais pas des généralités. Mais en réalité, je pense que cette absence du père, en fait, ça enlève une charge. Et merci à Alexis. Je ne dirai pas ton nom pour ne pas te doxer. Merci à Alexis pour ton don. De plan en fait, ça permet de plus penser indépendamment parce que du coup on se retrouve être son propre père. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours accepté cette critique. Bon là, Amir, il acquiesce pas du tout, il a voilà quoi, genre non, je suis pas mon père, moi je suis moi. Je crois qu'il se dit ça dans sa tête.
cette critique péjorative, voilà. Après c'est pas... moi, j'ai une phrase... Donc cette dame-là va créer un mythe dans les critiques de l'islam où le musulman va pouvoir enfin dire « Ah, de toute façon, t'as pas de père, c'est pour ça que t'es comme ça. » Bah, voilà. Voilà. Bravo Yanis, c'est bien. C'est très très bon acquiescement de Yanis qui valide la théorie du papa de madame, alors qu'en fait, ça va juste servir à dire que c'est des gens qui n'ont pas de parents, car ce sont des enfants perdus, comme dans Peter Pan. C'est génial. Dont je suis très fière dans le livre, et que je vais vous livrer, je dis que les enfants du texte, donc vous, sont aussi les enfants du contexte. L'absence du père... Donc il y a un contexte en fait, c'est ça qu'elle veut dire. Elle joue avec les mots. Hein. La prévalence de la mère, c'est quelque chose d'éminemment occidental et qui est un problème aujourd'hui, en tout cas dans nos cabinets, où les pères foutent un peu le camp, quoi, généralement. Enfin, il y a beaucoup de recomposition familiale, etc. Et donc finalement, moi je replace les apostats dans un mouvement de modernité. Je l'exclus pas, je dis pas c'est des musulmans, ils sont devenus non musulmans. Ils sont aussi aux prises avec les divorces, les familles recomposées. On avance un petit peu. L'autorité intouchable, et c'est en ce sens qu'il devient absent, mais qui en même temps, l'absence du père qui est toujours présent. Enfin, il est partout. Sa pression, une absence oppressive. Et merci Jex aussi qui m'envoie un don, je t'ajoute tout de suite Manu Militari. C'est ça, la fierté, et les mères en gardant le lien avec les enfants, au final elles n'arrangent pas les choses, elles alimentent encore plus ce phénomène. Donc voilà, bon là c'est Astarté qui valide la théorie du père. Ça sera clairement une erreur. Ouais. Alors voilà, c'est parti pour un lien. Une revanche peut-être sur l'histoire, c'est très complexe, hein. C'est très très complexe. C'est pas rien que ces enfants-là se rebellent aujourd'hui et retournent sur un islam hyper rigoriste. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Moi, j'ai pas connu ça avant. Hein. Ouais, sauf que avant, bah du coup, il y a déjà eu des tatatas, il y a déjà eu des gens rigoristes, voilà, ça existe quoi. Donc dans l'idée, oui, on accepte de la croire sans trop savoir. Hein. Ça sera clairement une erreur, de ne pas voir que c'est multifactoriel, ça c'est certain. J'avais une petite question. Je t'ai vu ferme ton mic. Si tu veux, je te laisse la parole. Alors, pas ils sont dans l'ésotérisme. Au pire, Yanis, pourquoi pas, mais je veux dire, pas tout le monde. Je pense pas que tout le monde partage l'avis sur le panel. Hein. J'espère en tous les cas. Je pense qu'il y en a qui sont plus méfiants. Par exemple, Amir, je pense qu'il reste méfiant quand même. Il a raison. Ouais, tu sais quoi, c'est moi qui vais parler. Ouais. On va avancer un petit peu. C'est bien ce que tu dis. Tais-toi. Il y a le savoir et c'est pour penser. Depuis tout petit, ils ont commencé à penser. Il y a un interdit sur la pensée. Depuis tout petit, tu dis alors, tu poses des questions, on te dit tais-toi. Ouh là là, toi, c'est l'Ouest Chétan, hein. C'est pas bien ce que tu dis. Tais-toi. Il y a le savoir et c'est pour les ulama. C'est tout. C'est pas du tout pour l'autre. Toi, tu n'as qu'à être dans une transcendance, à obéir. Et je pense qu'il y a un moment, tous, ils m'ont dit, ah mince, j'ai senti une dissonance cognitive. J'ai senti que c'était pas du tout incréé cette histoire. Je crois que c'est le comprenoir qui s'est ouvert. Je pense que c'est ça. Après, il y a des trucs réactifs sur une violence intrafamiliale que je ne ramène pas forcément à l'islam. Je pense que l'islam tout à l'heure, elle expliquait quand même que, bon, bref, les mamans, tout ça. C'est un catalyseur. L'islam, c'est un cache-misère qui vient en plus rajouter une problématique sur une autre problématique. Ça, à la limite, pourquoi pas? Ça peut accentuer des problématiques, à la limite, servir de prétexte. Et encore que, je pense qu'un parent violent, même s'il apostasie, il restera un parent violent. Je suis pas sûr que l'islam soit la seule raison, tu vois, par exemple. Donc, je pense que si tu soignes la problématique de l'islam, l'enfant battu restera battu. Si tu soignes la problématique qui fait que le parent est violent, bah, même s'il est musulman, il arrêtera peut-être de battre son enfant quand même. Donc, ouais, il y a un souci, quoi. Comprends rien. De violence et de non-séparation de la mère avec la femme. Les mères ne sont pas des femmes. Or, qu'est-ce qui fait une femme? C'est le père. C'est l'homme. Alors là, du charabia psychanalytique, hein, donc une mère n'est pas une femme. Bah si, enfin, je suis désolé, hein, si ma femme est une mère, qu'elle a accouché d'un enfant, pas aussi une femme, sinon elle aurait pas pu avoir cet enfant, parce que je l'ai bien considérée comme une femme. C'est aussi mon amante, mon amie, avec elle, je parle des choses. Donc du coup, si, elle est tout à la fois, en fait. Hein. Alors effectivement, on ne naît pas femme, on le devient, comme dirait Simone de Beauvoir, mais de fait, c'est quand même des femmes, en fait. Je suis désolé, ça reste des femmes, et voilà quoi. L'homme qui lui dit, écoute, lâche tes enfants, viens, t'es ma femme, je te désire, je t'aime. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas en islam, ça. Les hommes aimants n'existent pas.
le sujet n'existe pas non plus dans les cultures arabo-musulmanes, c'est-à-dire que il y a le regard, l'autre il te regarde, ou la chouma, ou l'aïb, ou tout ça. C'est genre, on ne, comment vous dire, on n'encourage pas quelqu'un à devenir sujet de sa propre histoire, auteur de sa vie. Mais ça, tu peux le dire en France, les pères qui sont pas très aimants avec l'enfant, qui disent oh là là, qui disent aux femmes oui, il faudrait être un petit peu, comment dire, voilà, pudique, faut pas que tu sortes avec n'importe qui, tu vas nous présenter ton copain. C'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de religion pour mettre une chape de plomb sur les femmes ou les hommes dans leur comportement. C'est, voilà, on norme des comportements, considérant que c'est comme ça que ça se transmet, la tradition, machin et tout. Il n'y a pas besoin d'une religion, hein, c'est juste besoin de tradition, le respect de la tradition et de l'identité française, par exemple. Non, il doit se conformer, etc. C'est en ce sens que c'est pas forcément le texte lui-même, hein. C'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Cette loi, cette charia, c'est... Oui, mais s'il n'y a pas le texte, il n'y a pas la charia, on s'en fout de la charia, elle n'existe pas, c'est juste des traditions que les gens perpétuent sans trop savoir pourquoi, mais du coup c'est pas la charia, c'est des traditions de merde, quoi, à la limite, mais c'est pas que... Voilà, c'est partout dans ce cas, ça n'a aucun sens. Ces coutumes mélangées à des trucs pré-islamiques, etc., qui font que le sujet, l'individu, se fond dans la masse, c'est tout. Et oui, bah comme en France, quoi. Tu te fonds dans la masse d'une culture influencée tant par le christianisme, un temps que, bah effectivement, par plein d'autres choses, et donc du coup, tu te fonds dans la masse pour correspondre à là où tu vis. Oui, c'est contextuel à un moment, à un environnement, mais effectivement, le texte, vous êtes les enfants du texte et aussi d'un contexte. alors, va devenir sujet de ton histoire après avoir été complètement baigné dans tout ça. Donc pour répondre à la question, c'est une interdiction sur la pensée. Et je crois que c'est ça que j'ai vu à travers tous les témoignages. Le fil rouge, c'est « Ah mince !» Je me suis réveillée, j'ai vu des dissonances cognitives. J'ai vu en effet qu'il y avait une gamine de 6 ans qui se fait marier là. J'ai vu que mes sœurs... T'as vu une gamine qui s'est fait marier à 6 ans? J'espère que t'as dénoncé le truc du coup. Parce que... Mon dieu. Ah, il y a Amir qui arrive. Ça va arriver là, tout le monde va arriver les copains. Je vous dis, on va pas tarder à faire le moment où on discute tous ensemble. On termine avec ça. J'ai vu même quand je me suis levée, des hommes qui disent ça pour faire la vaisselle l'été en Algérie. On m'a dit t'es pédé ou quoi? Les femmes lui disent ça. Assieds-toi, t'es pédé ou quoi? Ça va pas, non? Pourquoi tu pleures devant un dessin? Mais ça existe en France. Non mais je suis désolé madame, hein. Ça je l'ai déjà entendu en France. Hein. C'est-à-dire le ménage et la vaisselle, c'est pas les hommes qui le font, tu vois. Donc, juste des machos en fait, quoi. Je sais pas, on se dit... Oui, le machisme, oui, les religions charrient le machisme, mais la misogynie et le machisme existent aussi chez les athées, hein, malheureusement. C'est vraiment un truc qui est partagé de manière universelle, ce mépris des femmes et le fait qu'elles ne servent qu'à se reproduire, faire le ménage, s'occuper, comme dirait Jean-Louis Denis ou Melting Pot, hein, c'est-à-dire un taliban et un identitaire droitard racialiste traditionnaliste. La femme, c'est le ministère de l'Intérieur, l'homme, c'est le ministère de l'Extérieur. Voilà. Donc, si un identitaire racialiste comme le Melting Pot, fan de Conversano, et Jean-Louis Denis, le taliban vivant actuellement en Afghanistan, pensent exactement la même chose dans les mêmes expressions, c'est que quelque part, c'est pas une question de religion ni d'origine. C'est juste de la putain de misogynie caractérisée, du patriarcat, voilà, toutes ces traditions charriées qui sont partagées assez mutuellement dans le monde entier. Voilà, c'est fou quand même. Ce mépris des femmes est quelque chose de commun, mais vraiment de très commun. C'est ça qui est terrible. Alors, certes justifié par toutes les religions abrahamiques, mais de fait, il n'y en a pas besoin. C'est ça qui est terrible. Donc, dire t'es dep parce que tu fais la vaisselle, tu peux l'entendre dans plein d'endroits. Voilà, vraiment plein. Moi, quand je dis que je fais le ménage chez moi ou des trucs comme ça, t'as des mecs qui disent c'est une femme, oui, ça existe quoi. Le gamin, il avait 5 ans. Voilà, c'est vraiment des stéréotypes. Attention de ne pas répéter ce mot-là. TikTok n'aime pas, ton compte risque de sauter et ça te fera une erreur 404. Ouais. C'est le terme ban, P-word. Qu'est-ce que je dis? Alors, je dis P-word. Elle a pas compris P-word. P-word. Oui, voilà. Ouais, bon, ça. Ouais, c'est quand même moins impactant. Hein. Moi, je préfère dire PD. C'est quand même plus. Pardon. Ou un euphémisme quelconque, on comprendra, mais tous les mots. Dep. Tu dis dep, tu fais du verlan, meuf. Tu dis dep. Voilà, c'est aussi impactant. Ne t'inquiète pas, c'est les gens comprennent. Un petit peu sensible, TikTok les capte très vite. Gay, ça passe, non? Il me semble. Alors, on va peut-être éviter de dire gay pour expliquer que c'est une insulte. Effectivement, là, Amir va le dire d'ailleurs, mais je vais passer le passage. Mais Amir corrige le monsieur qui dit on peut dire gay, hein, c'est pareil. Non.
Non, quand tu vas insulter des gens, en principe, c'est pas le même mot. Voilà. Que, en démarrant cette aventure-là, et en commençant, et peut-être même en finissant, as-tu changé d'avis sur une idée, voire une idée reçue, que tu avais avant l'exercice? C'est une bonne question. Avant, je pensais que les musulmans, ils pouvaient être sympas, et quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que j'étais pas raciste. J'avais un espoir fou sur les apostats. Je l'ai moins. Je peux pas dire plus. Beaucoup moins. Alors ça, j'aimerais bien savoir ce qu'elle veut dire. Mais je connais des gens qui ont lu le livre, donc ça se trouve... Beaucoup moins parce qu'il y a des dissensions à l'intérieur. Gauche, droite, machin truc. Je me dis, bah non, on va tomber dans... Ouais. Bon, c'est ça. J'ai un tout petit peu moins d'espoir, mais... Mais non, au contraire, c'est bien que ça concerne la politique, c'est politique comme combat, et même s'il y a des dissensions politiques, que les gens se chicotent là-dessus et tout, c'est une bonne chose, ça rend la thématique de la sortie de religion, donc de l'apostasie, etc., des hérétiques, de tout ce que vous voulez, quelque chose de fortement et imperméable, enfin pas imperméablement, qu'il y a viscéralement, de quelque chose de politique. C'est nécessaire en fait, c'est-à-dire il n'y avait pas de choix. Alors certes c'est chiant, parce que ça oblige les gens à se positionner, c'est vrai que c'est chiant, je peux comprendre quand t'as pas envie, que c'est pas ton sujet, je l'entends. Par contre de fait, ça veut dire que le sujet est vivant, que c'est un sujet qui concerne politiquement tout le monde, et justement, qu'on soit dans la critique ou non quoi, ça permet de faire vivre ce sujet et de le charrier, qu'importe les sphères politiques, que t'aies un avis positif ou non. Je veux dire, des droitards sont tout à fait contre les apostats, parce que ça critique les cathos, machin et tout, t'as des gauchistes qui sont tout à fait pour, c'est juste que par contre, la sphère politique qui va effectivement utiliser la thématique de l'apostasie n'est pas une sphère de gauche, parce que politiquement, je pense que les réponses politiques ne sont pas les réponses qu'on peut apporter aux apostats. C'est-à-dire que les réponses sont sociales, économiques, etc., pour la plupart des gens, et ensuite, la question de l'apostasie va concerner en fait les concernés, c'est-à-dire les gens qui sont sortis de l'islam, les musulmans eux-mêmes, etc., etc. Mais par contre, le sujet politique, il va être mis sur la table, et il va être soit récupéré d'une certaine manière, ou soit il faudra trouver des solutions politiques, justement, à apporter à ces gens-là, mais comme pour toutes les personnes qui sortent de religion, des sectaires, etc., et qui sont déjà là, en fait, en partie. Donc effectivement, je considère que c'est pas étonnant de pas voir la gauche se rapatrier sur le sujet et venir chercher des apostats en disant « Vous allez parler avec nous !» et donc, parce qu'effectivement, dans l'idée, les solutions politiques sont déjà là, mais elles sont à mettre en place ou à accélérer, on va dire, à certains niveaux, surtout sur tout ce qui est dérive sectaire, machin et tout. Mais dans l'idée, c'est plutôt sain, finalement, qu'ils viennent pas essayer de les récupérer. Par contre, de fait, la droite va allègrement les chercher en disant on veut parler de vos causes, on veut les mettre en avant. Par contre, nous, notre thématique, c'est pas exactement la même, mais ça, on vous le dit pas forcément. Notre thématique, c'est le musulman, mais si on peut utiliser ce sujet-là, ça peut servir. Donc après, c'est le jeu difficile de se dire est-ce que je vais sur ces plateaux-là, ces antennes-là, pour faire la promotion de ma cause, sachant que dans tous les cas, effectivement, ça servira au message global de ces chaînes pour critiquer, taper sur ces gens-là. Donc, ça pose mille et une questions, mais c'est plutôt rassurant. En fait, c'est plutôt rassurant qu'il y ait un débat politique autour de la thématique sociale de l'apostasie. Donc, pour moi, c'est bien et c'est vivant. Mais là, les témoignages ou l'exercice a été fait pas forcément avec des militants. Il y en a, certains parmi eux. Et c'est une démarche personnelle, bien sûr. Attention, bien sûr que c'est une démarche personnelle à la base, l'apostasie et la sortie de religion, etc. machin. Mais ça peut être une démarche collective pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, etc. C'est-à-dire l'aide politique, pas politique, l'aide psychologique, l'aide sociale, l'aide financière aussi, peut-être pour certains et tout, par le biais d'associations et autres structures. C'est une nécessité. Après, est-ce que ça doit être dédié à l'islam? Est-ce que ça doit être dédié à l'apostasie de l'islam? Je suis pas complètement sûr. Faut que ce soit dédié en fait à sortie de religion, dérive sectaire généralisée. C'est-à-dire, pour moi, en tous les cas, c'est ce qui me paraîtrait toujours le plus pertinent. Et je crois que le MELP, quand même, est assez ouvert à d'autres choses, même s'ils ont forcément, par l'orientation du MELP à la base et de comment il s'est créé, forcément plutôt des musulmans. Mais c'est vrai que dans l'idée, moi, je ferais une sorte d'appel général, si c'était moi, mais je suis pas président d'assaut, appel général de toute personne qui sortirait d'une dérive sectaire, qu'elle soit dans les religions ou dans les sectes non reconnues comme des religions aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement. Et oui, je termine, et après je te fais intervenir justement. Je te fais signe dans 2 minutes. J'ai fini juste avec ça. Si je te repose la question, j'ai entendu cette réponse-là. Oui, c'est politique, croyons ou non, bien sûr. Oublions le côté militantisme sur les apostats. Est-ce que, malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé dans ta vision
de l'apostasie, de l'apostat Oui, je le mets en conclusion. Alors, ça va paraître très paradoxal, mais je veux pas dévoiler tout le bouquin. Voilà. À la fin du livre... Putain de boutique, il y en a marre hein. Tu vas nous cracher ta valda là, tu vas nous dire ce qu'il y a dans ton putain de livre, tu vas nous dire ce que tu penses là, au lieu de... Mais je dirais pas, je suis dans mon livre, le protocole c'est de l'éthique, tu vas nous dire, putain, tu vas nous le dire. Sinon je vais faire cracher à Amir, tu vas rien comprendre, attention, ça va se passer. Dans la conclusion, je me mets un petit peu en scène et je dis que finalement, c'est très très paradoxal, ça m'a réconcilié avec des parties de ma culture. C'est très bizarre. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans la haine, j'étais dans une colère monstrueuse. La colère et la colère d'avoir entendu toutes ces violences, surtout sur les femmes, puisque j'en suis une. Et finalement, en parlant avec des gens, j'ai compris leur humanité, etc. Et je pense que je me suis réconciliée avec des parties de moi-même, quoi. Depuis, je mange du couscous. Alors, ça faisait longtemps. Je le boudais, puis même les gâteaux de l'Aïd, hein, finalement, je les mange. Que, en effet, c'est mon histoire aussi, différente, mais la mienne aussi, et puis que il faut qu'on continue le chemin, et il faut arrêter de se focaliser sur le passé, parce que voilà. Alors que moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas ma culture que ça m'a fait découvrir, parce qu'en fait, c'est pas ma culture à la base. Moi, je suis né en France, dans une famille française. Par contre, il est vrai que moi, j'ai une appétence, du coup, de découvrir la culture qui est celle à la base de mon papa que je ne connais pas, pas forcément une attache par rapport à ça, mais c'est intéressant de découvrir des choses, de me dire, ah bah oui, c'est une très jolie culture, etc. Enfin moi, oui, mais du coup, j'avais pas besoin de... Enfin, c'est pas par une sorte de crainte ou de haine, comme elle a exprimé tout à l'heure, d'une religion, quoi. C'est plus par la curiosité de me dire, ah bah oui, en même temps, en parlant de ça, ça me permet de rencontrer des gens qui sont liés, du coup, à la culture de mon papa. Merci pour cette réponse, parce que, et je vais conclure sur ça, effectivement, pas pour le même exercice, mais pour le militantisme et ce qu'on fait au quotidien, les débats, effectivement, moi aussi j'ai eu cet impact-là, le fait d'une réconciliation. C'est vrai, avec incroyable. Notre histoire, effectivement, avec notre identité. Exactement, exactement. Je me dis, bon, il y a quand même des choses que j'aime. Hier, j'écoutais Abd Halim Hafez, j'écoute encore Fayrouz, j'écoute encore, j'adore manger des choses orientales, j'aime l'hospitalité, j'aime l'accueil, qui est le nôtre. Bon, après, tout ce qui est teinté de religiosité et tout, je le jette. Voilà. Après, Halim Hafez, Ololo Bahibbo, ça, c'est pas islamique du tout. Bah voilà, exactement. Ouais. Voilà, réconcilié avec la musique. Et moi d'ailleurs depuis j'écoute Faudel, voilà. Et comme je vous l'ai dit, je mange du couscous. Donc voilà.